Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à bord de votre émission Faut qu'on en parle. La confiance dans les journalistes et dans les médias a sérieusement baissé ces dernières années. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus méfiants face aux informations que l'on nous transmet. C'est pourquoi nous avons décidé de braquer les projecteurs sur le métier de journaliste en compagnie de nos experts présents avec nous dans cette émission. Nous allons donc entrer dans les coulisses du métier et vous donner toutes les clés pour décrypter le vrai du faux. Comme d'habitude, dans Faut qu'on en parle, nous vous laissons la parole. Vous pouvez toujours interagir avec nous et nos invités durant le direct, et aussi bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP ainsi que sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75. Et pour co-animer avec moi ce débat, je suis toujours accompagné de Mylène. Bonsoir. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Des études montrent que la population a un intérêt pour l'actualité en baisse ces dernières années et une confiance dans les médias toujours très faible. Les différentes crises ont amplifié ces phénomènes. Comment les différents journalistes vérifient leurs informations ? Sont-ils toujours convaincus de ce qu'ils publient ? Sont-ils poussés à manipuler l'opinion publique ? Les réseaux sociaux ont bouleversé les actualités. Aujourd'hui, la course au buzz prime. Un bon reporter doit-il privilégier la rapidité de l'information ou la fiabilité ? Pourquoi la désinformation circule plus vite que la vérité ? De quelle manière sont formés les futurs journalistes ? Que leur apprend-on à l'école ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Comment, simple citoyen, peut-on dissocier le vrai du faux ? Fake news, quelles sont les clés pour ne pas se laisser piéger ? Retrouvez tous les conseils de nos professionnels. Buzz ou info, les médias sont-ils encore fiables ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on commence notre plateau avec Laurie Holst, qui est journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Claude Ardide qui est journaliste, réalisateur, grand reporter pour France Télévisions dans des agences comme CAPA, Endemol France, Troisième Œil. Et vous avez aussi travaillé pendant plusieurs années pour Complément d'enquête à France 2. Bonsoir. Guillaume Ricavi, qui est directeur des rédactions du journal La Provence à Marseille, qui va arriver un tout petit peu en retard, donc il devrait pas tarder. Eh oui, c'est les aléas du direct et la route. On a aussi Théo Bessard qui est étudiant en journalisme à l'école de journalisme d'Aix-Marseille, le GCAM. Bonsoir Luc, bonsoir Mylène. Bonsoir. Sylvie Sancy, qui est formatrice à l'IEJ de Marseille, qui a le Covid et qu'on aura au téléphone en seconde partie. Faut qu'on en parle, première partie. Le sommaire de notre émission en vidéo sur notre chaîne YouTube aussi et sur notre page Facebook vous a beaucoup interpellé. En effet, la méfiance vis-à-vis des médias n'a jamais été autant importante. Mais avant de rentrer dans le débat, nous allons commencer avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous dire combien de temps les Français s'informent-ils par jour ? Oui, les Français passent en moyenne 3% de leur temps sur Internet sur des sources d'informations en ligne, soit 49 minutes par jour de connexion. Et oui, 41% de la population dit lire au moins un quotidien chaque jour et 47% au moins un magazine. Et quels médias sont privilégiés par les Français ? 80% font confiance aux médias locaux. Et oui, la presse régionale, radio et chaînes de télévision locales. Ces derniers arrivent donc devant les médias nationaux pour 73%. Les pure players, c'est-à-dire les médias aussi qui sont déployés uniquement sur Internet, qu'à 24%. Et les réseaux sociaux, 19% uniquement. Les Français écoutent et visionnent les médias audiovisuels locaux essentiellement pour s'informer sur l'actualité pour 60% d'entre eux et obtenir des informations pratiques pour le reste. Avant de lancer le débat, nous allons citer quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP sur notre répondeur, le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On avait Alexia de Valence dans la Drôme, on nous écoute là-bas. Les journalistes en 2022, c'est le buzz et le buzz. Aucune confiance et que de la manipulation. Stéphane de Marseille, je suis persuadé qu'il reste encore beaucoup de journalistes sérieux. Il suffit de savoir où s'informer. Comme nous l'avons dit dans le sommaire, les Français ont perdu confiance aux médias, notamment à cause des dernières crises de ces dernières années. Avec les nombreux invités de véritables professionnels que l'on accueille aujourd'hui sur notre plateau, nous allons leur demander pourquoi, que se passe-t-il ? Oui, comment les médias peuvent-ils remonter dans l'estime de ces citoyens ? On va donner la parole à Laurie, par exemple. C'est un sujet compliqué puisque depuis... Ça s'est vraiment accentué avec les gilets jaunes, puisque quand il y a eu ces espèces de crises sociales, tout ce qui était autour de, notamment la défiance au niveau des médias dans la presse plutôt audiovisuelle, on a eu une vraie crise qui s'est accentuée au niveau de tous les médias, puisqu'on était finalement tous mis sur la même ligne.
Et depuis ce moment-là, il y a eu énormément de militants qui se sont dits médias, qui ont créé leur propre chaîne sur les réseaux sociaux, etc. Et depuis cette période-là, c'est très compliqué aujourd'hui de comprendre et de trouver où est la vraie source. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les médias locaux sont toujours plutôt plébiscités par rapport au reste, puisque c'est quand même des gens qui restent très proches de la population. Et c'est pour ça que généralement, les gens les préfèrent. C'est ce qu'on avait dit dans le sommaire. 80% des Français font confiance dans les médias locaux. Théo, donc toi, étudiant en journaliste. Alors, comment Ton les avis citoyens peuvent de nouveau faire confiance aux médias ? Alors, il y a différentes manières pour moi. Déjà, je voudrais juste dire que tout le monde est rapporteur d'informations, mais pas tout le monde est journaliste. Donc, il faut aussi bien faire attention. Le journalisme, c'est un métier sanctionné par un diplôme, par une expérience, par une rencontre des citoyens sur le terrain. Et comment regagner la confiance des Français ? Comment le journaliste peut regagner la confiance des Français ? Je pense qu'il faut qu'il soit transparent, qu'il montre comment il travaille. Certes, on est dans le règne de la communication, il faut s'exposer sur les réseaux, se créer une identité numérique, mais je pense qu'il n'y a pas que des défauts dans ça. Il faut aussi montrer les coulisses de son travail, de ses recherches, et voilà, montrer un peu comment on travaille dans une rédaction. Différents médias n'hésitent plus d'ailleurs à inviter le citoyen qui veut s'informer dans la rédaction pour qu'ils puissent expliquer leur technique de travail, etc. Je pense que c'est un bon moyen. Guillaume nous a rejoint justement. Bonsoir. Oui, Guillaume. bonsoir. Oui. Voilà, c'est le direct. Effectivement, bonsoir. Merci d'être avec nous en studio. Donc justement, Guillaume, ce qu'on disait juste avant que tu arrives, ce soir on reçoit donc des professionnels. Et comment les médias peuvent-ils remonter dans l'estime des citoyens ? Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée défiance en termes des médias. Et on l'a dit quand même, les médias les plus écoutés, plus de confiance restent quand même les médias locaux. Oui, c'est une bonne question. Alors ça, effectivement, ça c'est une réalité. Les médias locaux, que ce soit les radios locales, que ce soit les titres de presse écrites locaux, restent quand on demande aux Français les titres en qui ils ont le plus confiance, les supports en tout cas qui restent principalement privilégiés. Ça, c'est une réalité parce que on croise les journalistes, on les côtoie au quotidien. Il y a ce point de départ. Comment est-ce qu'on fait remonter la confiance dans les médias ? C'est une bonne question. Moi, je pense que ça passe surtout par l'apprentissage dès le plus jeune âge de ce que sont les médias. Parce qu'on voit bien que quand on ne sait pas à quoi ça sert, quand on ne comprend pas à quoi ça sert, quand on a du mal à appréhender le rôle véritable d'un média, on peut effectivement douter de la véracité des informations qui sortent. Et je pense que ce constat est d'autant plus alarmant en ce moment. Moi, je vois, j'ai 2 filles. Je vois que la source principale d'information quand on est une ado aujourd'hui en France, bah oui, c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est Instagram. Peut-être pas la meilleure source, ça, on en parlera. Pas toujours, pas toujours, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de pédagogie, à mon avis, à faire sur le rôle des médias. Une fois que le rôle est compris, je pense que chacun est après en capacité de faire confiance. Eh bien justement, on va poser la base du journalisme. Quel est le but principal d'un journaliste et quelle est la base du métier ? Alors, la base du métier, je pense que c'est une bonne question, là aussi, quasi philosophique. La base du métier, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la présente quand on accueille des stagiaires dans nos rédactions. On en accueille peut-être une centaine par an, des petits collégiens, des lycéens, puis des étudiants d'école de journalisme. C'est de se dire qu'on a un métier d'information, de service public quasiment. C'est-à-dire que quand on est journaliste, on récolte des infos, c'est pas pour soi, c'est bien pour les transmettre. Il y a un rôle de collecte d'infos, de rôle de messager. Et dès lors qu'on entend cette mission bien au service des autres, parce que c'est clairement comme ça qu'il faut le voir en fait, quand on est journaliste, on peut le faire pour se faire plaisir, c'est très agréable d'aller en reportage, mais c'est clairement pour alimenter une réflexion commune, collective, on participe à une forme de bien public, et donc cette mission-là donne le sens au journaliste de ce qu'il doit faire. Dès lors qu'on se dit qu'on est là pour voir des choses et les transmettre à d'autres, ça fixe déjà un cap précis, à mon avis, de ce que peut être la mission du journaliste. Claude, un avis ? Claude qui a beaucoup d'expérience. D'abord, moi, je suis le plus ancien ici, donc je vais parler de choses qui remontent à très longtemps. C'est pas une crise qui est nouvelle. Moi, quand j'étais à Var-Matin, je suis rentré, j'étais stagiaire à Var-Matin dans les années 80. Et à l'époque, je tombais sur des gens qui étaient de bonne foi, de vieux lecteurs de Var-Matin, qui disaient « Ah oui, Var-Patin, Var-Putain, Var... Ah ouais, donc même à l'époque. Voilà. Et donc, parce qu'on était soit
affidés au pouvoir économique, soit au pouvoir politique, soit au pouvoir syndical, etc. Et que les gens ne comprenaient pas qu'on était journaliste, libre, qu'on coupait nos informations, qu'on les recoupait, qu'on les vérifiait et qu'on était là, comme tu disais, comme une sorte de service public pour offrir des informations les plus justes et les plus objectives possibles. Ça, c'est la première chose. Puisque tu es de Marseille, moi, je me souviens très bien aussi de la guerre à Marseille, où les gens qui lisaient le Méridional, qui n'existent plus, étaient des gens de droite, voire d'extrême droite, et les gens qui lisaient le Provençal, qui s'appelle aujourd'hui la Provence, étaient des journalistes plutôt de gauche, qui étaient plutôt syndiqués à Force ouvrière, qui étaient plutôt du côté de Gaston Deher, et pour cause, c'est les deux frères Gaston et Jacques dirigeaient le Provençal et Var-Matin, et que donc les journalistes ne pouvaient pas être objectifs. Et donc, cette guerre-là, elle remonte. On a eu déjà... beaucoup de questions d'auditeurs sur ce sujet-là. Donc déjà, remontait... à l'époque, ils n'étaient pas objectifs. Mais et aujourd'hui, sûr. les gens s'en méfient et se demandent si les journalistes le sont. Bien sûr, encore, mais sauf que, et c'est là où moi, je suis pas d'accord avec l'ensemble des gens, c'est pas aux journalistes. Évidemment que les journalistes doivent faire l'effort de la démocratie, de la transparence, etc. Parce que c'est l'ordre du jour, et pas depuis hier, mais depuis très longtemps. Moi, ce sont les citoyens qui doivent faire l'effort. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent partir à la conquête de leurs médias pour se dire qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, qu'est-ce qui se passe pendant la présidentielle. Et donc, je vais aller chercher des informations un peu partout ailleurs et je vais faire l'effort de le lire. Quand j'étais en classe, je me souviens en terminale ou en première, j'avais un prof de sciences éco qui était communiste, qui était membre du Parti communiste, etc., qui nous obligeait à lire Le Monde. Et Le Monde, qui coûtait 50 centimes à l'époque, c'était, je sais pas combien d'heures de lecture, mais il fallait qu'on lise Le Monde. Et si on n'avait pas lu Le Monde, on était en première ou en terminale, ça nous mettait à la grosse tête. Ouais, c'est conséquent. Il nous disait, il faut que vous lisiez trois journaux, Le Monde, L'Humanité, parce qu'il était coco, et Var-Matin, ou le Provençal, ou le Méridional. Mais il fallait qu'on lise. Et donc, si jamais on ne lisait pas, le mec, il nous faisait des interrogations sur l'actualité locale, etc. Et donc, la crise... C'est pas récent, donc, cette crise. Mais non, mais c'est pour ça. Et donc, c'est les gens... Si on considère que les journalistes sont vendus au pouvoir politique, au pouvoir syndical, au pouvoir économique, au pouvoir mafieux, parce qu'il y a quand même la mafia aussi très présente dans ce département, ça ne veut pas dire que les journalistes sont exempts de tout reproche. Mais c'est aux citoyens, c'est aux lecteurs, c'est aux auditeurs, c'est aux gens qui regardent la télé d'aller chercher des informations, de les couper, de les recouper, de voir si elles sont justes et de se dire, tiens, ce que j'ai vu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur Le Monde, sur LCI, sur France 2, sur TF1, à la Provence, ils disent tous la même chose, ils le disent heureusement de façon différente, mais ils disent tous la même chose. Ça veut dire que c'est vrai. Et si le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur a dit non, c'est pas vrai, c'est LCI, ils sont à droite, c'est la Provence, ils sont à gauche, faut croiser les sources, croiser les médias. Mais évidemment, ce qui a tout changé, c'est que les gens imaginent aujourd'hui, et c'est ça, mais qui me rend fou, les gens imaginent que parce qu'ils ont regardé quelques lignes sur leur téléphone portable ou sur leur ordi, sur les réseaux sociaux, ils imaginent que ce sont ça les vraies informations. Eh ben non, c'est pas ça les vraies informations. Les vraies informations, elles sont là où elles ont toujours été, c'est-à-dire la Provence, Var-Matin, les grands médias, etc. quoi. Et en plus, et c'est là où c'est très dangereux pour la démocratie, c'est qu'on est l'un des rares pays, peut-être avec les États-Unis, où il y a un nombre incalculable encore de journaux de la presse régionale. C'est incroyable. Quand vous regardez, quand on parle aux jeunes, richesse, bien sûr. Il y a une richesse, il y a l'Éclair il y en a partout. Voilà, Républicain Lorrain, Dernière Nouvelle d'Hazard. Enfin, il y a des journaux de partout. Et je l'ai dit dans les chiffres, 80% des Français font confiance dans les médias régionaux et locaux. Mais ça veut dire que les gens doivent les lire, doivent les parcourir, doivent participer, doivent aller dans les rédactions, interroger les journalistes, interroger. C'est possible ça ? On peut. Mais bien sûr. Moi, quand j'étais à France 2, juste une chose après j'arrête, quand j'étais à France 2, tous les matins, il y avait une conférence de rédaction à 9h, 9h30, et les téléspectateurs pouvaient assister aux conférences de rédaction. Donc, il y avait, je me rappelle, il y avait Pujadas, Verlet de Chabot, on était tous autour de la table, et les téléspectateurs posaient des questions, et ça existe pas mal toujours. Oui, mais ça existait toujours. Hein. Alors, en général, les gens... Donc c'est possible, ça, Guillaume, de faire ça, pourquoi pas d'assister à ce genre de choses à la Provence ? Et soyons clairs, les rédactions, quelles qu'elles soient télé, radio ou presse écrite, ça a des lieux ouverts. Dans toutes les rédactions. Ça, les gens le savent peut-être pas. J'ai toujours vu, moi, des gens passer, des stagiaires, des gens qui s'y intéressaient. Moi-même, d'ailleurs, la première fois que je suis rentré dans une rédac, j'étais collégien à Manosque et je faisais de la photo. Et un jour, j'ai poussé la porte du Provençal en disant je fais de la photo. Et on m'a publié une photo le lendemain. Donc, c'est des lieux d'ouvert de débat.
Et une conf de rédac, c'est vrai qu'on ne fait pas venir de lecteurs, nous, aujourd'hui, mais typiquement, c'est un lieu d'ouverture, c'est un atrium, c'est un peu le café où on peut discuter et échanger des points de vue. C'est là le sens, je pense, de notre démarche. De toute façon, dans la presse, pour le coup, locale, c'est souvent les lecteurs qui nous posent une question et qui font qu'on va leur répondre. La plupart des papiers qu'on trouve dans nos journaux papier, c'est pas un sujet qui vient forcément découler d'un sujet national ou d'une préoccupation nationale. C'est souvent une question qui a été posée par un lecteur, qui est soit venu nous voir en agence, soit par mail. C'est vraiment très ouvert et c'est relativement interactif. On a une question de Alix qui nous dit quelles sont les règles que doit respecter un bon journaliste. Est-ce qu'il y en a ? Il y a quand même. Il y a un code de conduite, des règles. Alors, il y a une déontologie des journalistes. Il n'y a pas comme les avocats qui ont le barreau, comme l'ordre des médecins. C'est pas une profession qui est cadrée, mais on a une déontologie. Là, mais que ce soit les années 80, que ce soit les années 2020, que ce soit la radio, la télé, c'est toujours la même histoire. Il y a un fait qui se produit. Il faut le vérifier une fois. Il faut le vérifier 2 fois. Il faut le vérifier 3 fois. Et chaque fois qu'on le vérifie, on le vérifie avec des sources qui sont différentes les unes des autres. Je vous donne un exemple qui est très simple, qui fait partie de ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Vous avez un accident de voiture sur l'autoroute. Vous avez 15 témoins. Les 15 témoins vont voir 15 choses différentes. Et ils vont vous raconter non pas ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils pensent avoir vu. Donc, si vous ne vérifiez pas auprès des témoins de l'accident, de la police qui va faire le constat, des pompiers qui sont intervenus, voire des victimes, vous n'aurez pas les sources d'information qui vous permettront de raconter le fait divers. Et que ce soit un simple fait divers, que ce soit un fait politique, que ce soit une catastrophe, que ce soit en Ukraine aujourd'hui, que ce soit avec les Gilets jaunes, que ce soit avec le Covid, etc., il faut faire toujours la même chose. Moi, quand quelqu'un vient me voir en me disant « je vais te raconter une histoire », je dis « très bien, raconte-moi l'histoire ». Une fois que l'histoire est racontée, en général, ce que disent les gens, tu as raison, ce que te disent les gens, c'est toujours très intéressant. Mais tu vérifies une deuxième fois et tu t'aperçois que la deuxième version n'est pas tout à fait la même. Et tu vérifies une troisième fois et c'est toujours pas la même. Et tu vérifies une quatrième fois. Et une fois que tu as tes 4 versions, tu vas centrer vers la vérité journalistique, celle qui va te permettre d'informer avec des mots simples, que ce soit la télé, la radio, avec ton ordi. Tu vas raconter cette histoire, mais non pas pour la déformer. Quel est l'intérêt pour un journaliste, quelle que soit sa fonction, le lieu où il travaille, quel est l'intérêt du journaliste d'informer l'info ? Tu vois ça aujourd'hui en Russie, tu vois ça en Corée du Nord, tu vois ça au Soudan, tu vois ça en Chine, mais tu vois pas ça en France. Et ça reste effectivement toujours un mystère, moi, quand des lecteurs nous suspectent. On l'a vu, vous parlez de Gilets jaunes quand je suis arrivé, mais d'être au service d'une puissance, d'être au service d'une cause. Ouais, complètement. Vous avez on un a ordre. eu beaucoup de réactions à ce sujet. Hein. Ouais. On a l'impression que les journalistes, il y a toujours ce côté. Limite, les journalistes sont corrompus, payés, etc. Pourquoi ils parlent que d'un truc précisément ? Ils traitent l'info de cette manière. Alors, on a eu énormément de réactions là-dessus. C'est la défiance des gens aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Tout début de la crise des Gilets jaunes, pour un journal connu et célèbre dont on parlera, Charlie Hebdo, je dis, je vais remonter tous les péages d'autoroute de Toulon jusqu'à Valence. Bon, je suis jamais arrivé à Valence. Tu bosses aussi pour Charlie Hebdo. Voilà, ça, parce que je collabore depuis 2016 avec Charlie. Et donc, je fais tous les ronds-points. Et je m'arrête à Bandol, je m'arrête à La Ciotat, je m'arrête à Aubagne, et je m'arrête machin. Et chaque fois que je faisais un péage, les réactions des gens, des Gilets jaunes, étaient radicalement différentes. À la Bandol, à Ciotat, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai compris après. C'était extrêmement violent. Et c'est la première fois de ma vie, c'était au tout début, c'était en novembre 2018, il y a des mecs qui viennent vers moi, je dis bonjour, je monte ma carte de passe parce que je sentais que c'était un peu chaud. Charlie Hebdo, ah ouais, Charlie, vous êtes des enculés, mais on va quand même vous parler parce que vous êtes Charlie. Texto. Il y a une nana qui s'amène et qui me dit, de toute façon, vous êtes tous des journalopes. Première fois de ma vie que j'entendais le terme de journalope. Je dis, c'est quoi journalope ? Journaliste plus salope égale journalope. La contraction. Beaucoup d'auditeurs nous ont parlé de ces termes-là. Vous travaillez, même Charlie, c'est un merdia. Merdia, on a compris, c'est les pas termes la peine en ce moment. Et je dis, tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah non, mais vraiment, un journaliste, c'est un peu vulgaire, mais voilà, journaliste. J'arrive à Aubagne, et à Aubagne, je tombe sur des gens à peu près normaux qui m'accueillent. J'ai des photos qui sont là, où tous les mecs se serrent autour de moi, on fait la photo, Charlie Hebdo, tout le monde m'applaudit, on arrête la circulation, et il se trouve que là, c'est
ce que moi j'ai appelé les vrais gilets jaunes, qui avaient des vrais problèmes de fin de mois, qui montraient leur paye de fin de mois, qui travaillaient mais qui n'arrivaient pas, qui avaient des gosses, problèmes de crèche, bon voilà. Et j'arrive à Aix. Putain, je me fais quasiment tourner la bagnole parce que j'avais défendu des journalistes allemands qui voulaient filmer et jouer les jeunes. Ils ont manu militaire, ils les foutu dans la bagnole en disant house, enfin avec des trucs abominables sur les Allemands. Je suis arrivé à Lançon, pareil, Charlie Hebdo, on s'en fout, tu te casses. Et je dis bon, ça va, j'arrête, sinon j'arriverai jamais. Bon. Et donc, en l'espace de 200 km, en remontant les péages d'autoroute, je me suis rendu compte que là, 2018, comme tu le disais tout à l'heure, il y a eu une espèce de scission. On était devenus des salopes du journalisme. On travaillait pour des médias. On était corrompus. On vendait... Mais c'est encore ce qui se dit. Hein. C'est pas venu tout de suite, en fait, avec les Gilets jaunes, puisque les premiers samedis, parce que je crois que c'était le samedi, on avait vraiment des gens qui venaient nous parler. Puisque moi, à l'époque, je travaillais sur le péage de Bandol et de La Ciotat, donc j'ai vraiment été confrontée à ça. On a même arrêté de couvrir à un moment, puisque ça devenait très violent. Hein. Les voitures avaient été cassées, on avait été menacés physiquement, c'était vraiment parti très loin. Chaud. Et au début, ça se passait bien, on pouvait échanger, et il y a eu une vraie crispation autour des médias. Et je me souviens, à Bandol, en fait, ils ont fait brûler le péage. Ils avaient mis un panneau avec marqué BFM, Merdia, etc. Et c'est parti de là où le mouvement s'est vraiment durci. On a eu une vraie scission et les gens sur place nous disaient on va créer nos propres médias parce que vous, de toute façon, vous êtes des corrompus. Et on ne pouvait plus parler avec eux. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu relativement violent puisqu'on a enchaîné les crises sanitaires. C'est ça, exactement. C'est que pendant les crises sanitaires, les gens ont encore une méfiance. Je ne sais pas comment tu as ressenti ça parce que c'est violent quand même. Moi, je suis journaliste, je trimballe. Grand reporter depuis des années. Bon, et puis d'un coup, tu as une nana hystérique, tout ça, de journalope. Tu te dis, mais... Je me demandais sur quelle planète j'étais, tu vois. En plus, c'était violent. Il y avait les correspondants de France 2 qui s'étaient fait virer du péage de, je sais plus, à Aubagne. Non, pas à Aubagne, à Aix, juste avant d'arriver à Aix. Et tu te dis, mais pourquoi cette violence, etc. Alors, sur le coup, on a du mal à comprendre, parce qu'après tout, nous, on déboule, on sait que ce sont des gens qui ont des problèmes sociaux, des problèmes financiers, des problèmes de fin de mois, des problèmes... au jour le jour, etc. On est plutôt demandeur d'infos pour essayer de comprendre ce que c'est cette crise, parce qu'elle prend une ampleur qui est délirante. Et au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible. Mais ce qui est intéressant de voir là-dedans, parce qu'on a été confrontés, nous, pareil, à la même problématique de journalistes sortis de cortège, sortis de manifestations, interdits de péage, menacés, mais à chaque fois, moi, la même question est revenue. Quand les journalistes ont tenté un dialogue avec ces gens en disant, mais vous lisez quoi, vous écoutez quoi ? La plupart du temps, ce sont des gens qui disent qu'ils ne lisent pas la presse, qui ne s'informent pas en écoutant la radio, qui ne regardent pas Internet. Et on retombe sur la même démarche. Moi, j'ai le cas d'un photographe de la Provence à Digne qui a été physiquement blessé dans une manifestation de gilets jaunes, en l'occurrence à Manosque. Et donc, pour le coup, lui a porté plainte, les personnes ont été identifiées. Donc, je l'ai accompagné au tribunal 1 an et demi après parce qu'il fallait que quelqu'un représente le journal. Et j'ai vu à la barre des gens qui étaient donc prévenus pour des coups de pied, des coups de poing, enfin des faits de violence de manifestation. Et dans ce tribunal-là, donc les mêmes questions leur étaient posées par le juge qui leur disait « Mais en fait, pourquoi vous avez fait ça ?» Et donc j'ai vu des gens en face totalement sans réponse, en disant « C'était l'effet de meute, on connaît les journalistes, on sait ce qu'ils écrivent. » Oui, mais en l'occurrence, là, c'est un photographe, donc il n'écrit pas « Ah oui, mais on sait bien ce qu'il en est. » Et donc le juge de lui-même a posé la question en disant « Mais vous lisez quoi comme média ? Et j'ai vu des gens qui n'étaient pas consommateurs de médias, en fait. Et donc, pas consommateurs, donc pas au fait de comment ça fonctionnait, et donc forcément ayant un a priori plutôt négatif sur ce qu'est un journaliste, oubliant que le journaliste, dans la grande partie des cas, c'est un salarié comme un autre, qui a des contraintes lui aussi en fin de mois, qui a lui aussi des contraintes familiales, qui a des contraintes quand il va faire son plein d'essence. On a dans les mêmes problématiques de la vie de tout le monde. Et j'ai vu cette espèce de décalage entre une vie fantasmée du journaliste de terrain, dont on connaît quand même la précarité pour le plus grand nombre. On va en parler. Mais il y a cette vision du présentateur de plateau qui gagne 10 000 euros par mois. Et en fait, quand on leur parle, c'était ça aussi. C'est les salaires de la PQR, ça aussi. Ouais, c'est ça. non, mais c'était vrai qu'on avait une partie des personnes qui ne lisaient pas. Et il y avait ceux qui critiquaient ouvertement les médias de presse audiovisuelle en continu, mais qui ne s'informaient que par ça. Ils disaient, toute la journée, on voit la même chose, etc. Mais Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça s'est apaisé, tout ça, 3 ans après la crise des Gilets jaunes ?
J'aurais tendance à penser qu'il y a une partie qui s'est apaisée, mais qui a repris une autre forme, notamment sur les questions de vax et d'antivax. Il y aura Exactement, toujours des irréductibles, en fait. Moi, je crains le pire. Je suis toujours très optimiste, sinon j'aurais arrêté ce métier depuis belle lurette. Parce que je travaille à Charlie et tous les mercredis, quand j'assiste à la conférence de rédaction, je vais voir la DRH et je vais lire le courrier des lecteurs. Alors, le courrier des lecteurs, ça peut être des courriers très sympas et ça peut être des courriers qui sont très méchants. Et dans les courriers qui sont très méchants, en fonction de l'actualité, alors pas forcément les gilets jaunes, pas les écolos, pas la droite, la gauche, mais parfois sur des trucs qui sont pas très importants, on reçoit des courriers, mais qui sont d'une violence absolument incroyable, qu'on imaginait ne pas recevoir à Charlie après ce qui s'est passé à Charlie. Je vous donne un seul exemple. Un jour, il y a un dessinateur qui a fait une avec une gagnante, je crois qu'elle était roumaine, de la Coupe Davis, de Roland Garros, et où elle tend l'espèce de trophée qui est en cuivre ou je sais pas quoi, et puis le dessin de Charlie, qui est une caricature, c'est elle roumaine, à peine vous aurez tourné le dos, elle va le vendre au marché noir, parce que c'est vraiment putain, on a reçu des centaines de courriers, mais assassins, de gens qui disaient, vous n'avez pas le droit de vous moquer des Roumains, vous avez le droit de caricaturer, mais là vous êtes allés trop loin, etc. Donc les gens sont extrêmement agressifs, ils sont méchants, ils ont envie que... ils n'ont pas envie que... Enfin, Charlie, c'est un peu particulier. Mais ils ont envie d'entendre, non pas la vérité, mais ils ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Il n'y a plus de tolérance à la frustration, de toute façon. Ils veulent entendre ce qui les concerne. C'est même pas ça. On en parlera tout à l'heure. Il y a un truc aux États-Unis. On est toujours, à un moment donné, le dessinateur, ce qui se produit aux États-Unis. Il y a un fait très intéressant qui est né à peu près au moment où Trump est arrivé au pouvoir, où à un moment donné, enfin, c'est pas au moment, c'est au moment où Trump est arrivé au pouvoir, il est au Capitole. Il y a quelques centaines de milliers de personnes pour son intronisation. On est en janvier 2018 et il vient d'être élu et il y a quelques milliers de personnes qui sont là. Et sa directrice de cabinet, chargée de la communication, dit il n'y a jamais eu autant de monde au Capitole. Il y a des millions de personnes. Il y en a beaucoup plus que pour l'élection de Bill Clinton et beaucoup plus que pour l'élection de Barack Obama. Ce qui était rigoureusement faux. Et les journalistes qui sont là, américains, qui vérifient immédiatement les infos, ils disent « Mais madame, c'est faux ». Ils montrent images et photos à l'appui, et vidéos, parce que portable, tout le monde peut filmer, photographier, que lors de l'intronisation d'Obama, il n'y a jamais eu autant de monde, qu'il y avait 4 fois plus de monde que pour Trump, etc. Et que dit cette femme ? Je ne sais plus son nom, mais en tout cas, elle a inventé une nouvelle théorie anti-journalistique. Elle a dit « C'est ma vérité, ça n'est pas la vôtre, c'est mon fait ». C'est mon fait et ce n'est pas le vôtre. Donc, elle a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le fait alternatif. C'est-à-dire que vous, journalistes, vous avez votre vérité. Moi, j'ai ma vérité. C'est la mienne qui compte. La vôtre, je m'en fous. Et bien justement, est-ce qu'un journaliste doit être convaincu de ce qu'il publie ? Ou est-ce que vous êtes, du coup, des fois, obligé un peu de manipuler, entre guillemets, l'opinion publique en... ça en choque ne en plateau. pensant pas. Il y a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont c'est vraiment des questions qui sont revenues. Vraiment, le terme manipuler l'opinion publique. Je sais pas. Forcément, ça fait réagir en plateau. C'est on logique. On n'est pas obligé d'être d'accord avec une idée, mais à partir du moment où elle est avérée, on est obligé de la démontrer. Vous relatez les faits. Après, on n'est pas là pour donner notre avis. On est là pour donner des faits et les gens doivent se faire leur propre avis, que ça soit qu'ils soient d'accord avec nous, pas d'accord avec nous, qu'on soit d'accord avec eux, pas d'accord avec eux. Après, on n'a pas à manipuler un fait. On n'a pas l'information, on la publie pas. Non, mais on a eu beaucoup de réactions sur ce sujet-là. Donc il arrive des fois de publier des choses dont vous-même, vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites. Mais pas convaincu, on peut ne pas être convaincu par l'idée. Par contre, ce qui est les qu'on faits dit, restent les faits restent voilà. les faits. Ils sont vérifiés. Oui, Guillaume. Ouais, le bon exemple, on le voit bien, il y a une élection présidentielle qui arrive. Oui. Très clairement, je disais, le journaliste, c'est un Français comme un autre, qui amène ses gamins à l'école le matin, qui va faire ses courses le samedi après-midi, car il bosse pas. Et qui, parce que directeur de rédaction, je pense que ça bosse tout le temps. Et donc, voilà, on est Français comme les autres. Donc, forcément, dans toutes les rédactions de France, il y a des gens qui vont aller voter, parmi les journalistes, le 10 avril, qui vont aller mettre un bulletin dans l'urne. Et heureusement, d'ailleurs, que chacun a une conscience et des convictions personnelles. Par contre, moi, ce que je demande dans la rédaction, c'est que tous les journalistes ont peut-être leur conviction, leur approche, mais en tout cas, moi, dans leur papier, je veux pas la connaître, leur avis. Je veux pas connaître leur opinion, je veux pas savoir ce qu'ils peuvent penser personnellement. Et d'ailleurs, moi, la plupart des journalistes avec qui je bosse, forcément, c'est des gens, je serais bien à la peine, d'ailleurs, pour vous dire pour qui ils vont aller voter
Sauf quand on discute comme ça. Bien sûr. Mais je vois bien que dans leur papier, la problématique se pose pas. Quand on demande Le à un militant journaliste. et pas enfin, Bah, faut oui, vraiment faire la différence entre militant clairement, et ouais. journaliste. de Ouais, toute mais il y a façon. beaucoup de gens qui pensent pas à ça. D'ailleurs, Effectivement, Sur la ils même mélangent les lignée, deux. on a une question aussi de Céline Denis qui nous dit: êtes-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez lorsque vous effectuez votre travail, ou avez-vous des blocages externes qui vous contraignent? On peut Ouais, poser des toutes les questions, questions. ouais. Est-ce qu'on va nous répondre à toutes les questions? C'est un autre Mais débat. pourquoi Je pense que l'auditrice. Si tu veux, la ouais. question, il faut toujours inverser. Pourquoi est-ce qu'on aurait des blocages? Tu fais ce Parce métier. que vous êtes les journalistes Non. très manipulés, contrôlés. Mais non, mais on est. Ou faire du buzz. Mais en C'est fait, un métier qui est magnifique, qui nous garantit une liberté, elle est quasi totale, à 99%, parce qu'on a aussi des contraintes. Donc faut le dire, voilà. Clairement. Que- Les journalistes, c'est ça. Pourquoi, quand tu vas faire un reportage, quel que soit le reportage, pourquoi tu irais avec l'intention de manipuler l'opinion en disant je vais truquer l'info de manière à ce que le lecteur, je triche avec lui, etc. Et oui, ça, c'est une bonne question. Mais effectivement. c'est, alors on peut poser la question, mais quel est l'intérêt? Pourquoi? Dans quel but? Oui. Pourquoi? Alors qu'après, si tu veux, il y ait des infos sur lesquelles on n'a pas suffisamment bossé, qu'on découvre 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais ça, c'est autre chose, c'est le genre d'investigation et d'enquête. Mais dans le temps réel, quand tu travailles à la Provence, à Var Matin, à Nice Matin, à l'Indépendant de Perpignan, à la Montagne, au Républicain Lorrain, etc., et que tu fais ton reportage au quotidien, quel est l'intérêt d'arriver et de dire je vais manipuler? Le matin, le journaliste, quand il lève, la journaliste, il a envie de bosser, il a envie d'avoir des réponses. Moi, je vais vous dire un truc, je hais le Front National, enfin le Rassemblement National, je les hais, voilà, par des convictions, etc. Mais j'ai toujours, je suis toujours allé boire des coups avec eux, avec les militants du Rassemblement National, et pas les plus tendres, des fachos, des racistes, des antisémites, etc. Pourquoi? Parce que, et pourtant, je n'ai absolument rien de commun avec eux. Mais je vais essayer de voir pourquoi le Rassemblement National fait autant de pourcentage aujourd'hui, alors qu'on savait déjà d'où ils venaient, etc. Et si tu ne vas pas voir ces gens, si tu discutes pas avec eux, si tu bois pas un coup avec eux... C'est la curiosité du journaliste, ça. Mais Voilà. Non, c'est le métier de journaliste. le T'es pas métier, obligé c'est C'est comprendre la personne en face de toi. Ouais, bien c'est pas sûr. obligé d'avoir de la complicité. Tu lui tapes sur l'épaule, bon, un passif, etc., puis un deuxième, puis un troisième. Mais tu es obligé de te dire, mais pourquoi le mec, il te dit qu'il y a trop d'arabes? Pourquoi le mec, il te dit qu'il en a marre des juifs? Pourquoi le mec, il te dit, oui, il y a trop de migrants, etc., alors que c'est pas vrai? Moi, j'ai fait un reportage, alors c'était pas pour Charlie, je suis allé dans le Haut-Var, parce que les 3/4 des cantons du Haut-Var, ils veulent voter Front National. Je suis allé voir les gens dans des villages de 200, 250, 300 habitants pour comprendre. pourquoi. Et donc, tu vas au bar du commerce, et là, tu ouvres les oreilles. Ça, c'est Et déjà tu un dis, peu de bonjour, l'investigation. je suis journaliste, et tu annonces ta couleur. Je dis, je suis journaliste, pourquoi vous votez Alors, Rassemblement est-ce que tous les National? journalistes, Claude, sont comme ça? Puisque, Claude, toi, tu as quand même un vécu, on en parlera en seconde partie d'émission, de grands reporters, de journalistes d'investigation. Tu as travaillé, je l'ai dit en intro, pour Complément d'enquête à l'époque avec Benoît Duquesne pendant des années. Tu nous en parleras un peu plus en détail tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est un reste du journaliste d'investigation ou tous les journalistes locaux Mais non, mais on est travaillent tous comme ça? pareils. Moi, quand je vais dans des écoles de journalisme, ou quand je fais la presse à l'école, Théo, je on crois t'apprend qu'en ce ça, toi moment, ou quand je vois des jeunes comme Théo, Ouais. je leur dis, allez-y les gars, rentrez dans l'art. Et on veut y Posez aller, des on n'a pas questions. peur de... Et Voilà. ils ont envie Monter d'y aller. Et ils vont faire leur boulot. Mais c'est comme ça qu'on Parce développe que les bonnes j'ai- infos. Parce que On c'est est comme vrais ça infos. que tu vas chercher l'info et que les mecs après. Et c'est ça, parce que les mecs, moi, le premier reportage que j'ai fait pour la télé, c'est pour Envoyé spécial, c'est sur le Rassemblement National. J'ai jamais autant tapé sur le Rassemblement National. Mais pas taper pour taper, mais expliquer qui était vraiment le Rassemblement National, enfin le Front National à Toulon en 95. Oui, à l'époque. En sortant C'est Envoyé enquête, spécial. investigation, etc. Je tapais dessus, paf, et paf. Eh ben, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs, 2 jours, 3 jours après, ils me tapaient sur l'épaule, ils me disaient, dis-moi, on a des infos pour toi à te filer sur le Front National. Et mes infos, j'allais les chercher sur le Front National parce que je les avais pas méprisées, parce que je n'avais pas laissé de côté, Alors, etc. Alors justement, puisqu'on parle d'infos, et donc d'infos, là on a vu info vraiment terrain, clairement, on va s'intéresser info plutôt autour déjà de ce qui vient des réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques secondes. Réagissez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à toutes nos émissions sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. On a justement une réaction de Maureen qui nous dit merci de nous faire comprendre ce soir que les journalistes sont là pour comprendre les faits et pas nous manipuler. Au final, c'est nous qui sommes manipulés par les réseaux sociaux.
C'est une bonne transition pour passer effectivement. à la suite. Tu me donneras son numéro de téléphone. C'est une réaction sur les réseaux. Et donc effectivement, les réseaux sociaux ont bouleversé clairement les actualités. Aujourd'hui, c'est un peu peut-être la course des fois un peu au buzz prime ou l'info tout de suite. Guillaume l'a dit tout à l'heure, tes enfants regardent un peu les stories, les réseaux, etc. Est-ce qu'un bon reporter du coup doit privilégier peut-être la rapidité de l'info? Est-ce que je capte l'info tout de suite, je la publie sur les réseaux, ou est-ce qu'il faut, je pense clairement, on sait à peu près ce que vous allez répondre, mais est-ce qu'on va vérifier tout ça et est-ce qu'il va privilégier la fiabilité de cette information avant de la snapper, la mettre sur les réseaux, ce que vous voulez? Ça dépend le média. Hein. Nous, on avait eu le cas pour les attentats de Nice, parce que j'étais à la rédaction de Nice Matin à ce moment-là, où on a eu un flot d'informations énorme, parce que d'un forcément, coup, qui est arrivé on a tout le monde qui voulait, et finalement, je me souviens de cette histoire-là, puisque ça avait été, il y avait eu un message comme quoi tous les enfants avaient été récupérés et amenés à tel endroit et que les parents devaient venir les chercher. Et ça a été publié tout de suite à peu près partout, sauf que nous, on a pris quand même le temps d'aller vérifier sur place parce que c'était un tel chaos que il valait mieux vérifier plutôt que d'envoyer tous les parents là-bas s'ils y étaient pas. Et en fait, c'était une fausse information qui avait été postée par quelqu'un, pas sur par des Twitter. journalistes. Oui, mais ce qui avait été relayé en fait tout de suite, parce qu'en fait, il y avait un tel flot d'informations qu'il y avait quelques médias, pas nombreux, mais qui l'avaient repris, puisque de toute façon, ça tournait tellement, et c'était un vrai chaos à ce moment-là. Et finalement, on l'a pas publié tout de suite. Et heureusement d'ailleurs, puisque ça a permis de montrer qu'on était fiable et on était forcément du coup privilégié. Bon, déjà on était sur place, donc on avait quand même ce moyen-là, mais des fois d'attendre un petit peu, quitte à être peut-être le deuxième, le troisième à sortir l'information, mais avoir l'information vraiment fiable, c'est quelque chose quand même à 98%, 99%, les journalistes font. On a un... Ouais, parce que ce qui tourne souvent sur les réseaux, c'est un peu ce que les particuliers mettent finalement. Oui et non, parce qu'on a quand même une nouvelle entre guillemets, espèce de journaliste qui, avec une GoPro, en fait des militants, qui avec une GoPro, un téléphone, vont dire je suis journaliste, vont faire des lives sur les manifestations, et bon, il y en a beaucoup qui sont fait connaître comme ça, qui après sont devenus journalistes, militants, pas militants, après ça regarde ceux qui les suivent. Mais du coup, c'est vrai que ça a eu un effet un peu boule de neige, c'est-à-dire que les gens se sont dit il va falloir aller plus vite pour donner l'info. Et c'est là où on voit quand même la fiabilité des médias qui sont bien installés. C'est quand même souvent eux qui mettent un peu plus de temps peut-être à sortir l'info, mais ils vont donner soit l'information vérifiée et complète, soit ils vont dire non, en fait, ça s'est pas passé. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Sur cette question, effectivement, tout est fait pour pousser le journaliste à se dire il faut sortir les choses vite, parce qu'on voit c'est ça, c'est que le métier a évolué. Tout est fait dans ce sens, parce que le consommateur attend d'avoir l'info dans la seconde, c'est ça. Tout de suite, et puis on voit un tas de médias qui rentrent dans cette démarche-là. Alors moi, pour le coup, j'ai l'impression d'être un vieux con dans la rédaction aussi, en disant non, une info, tant qu'elle n'est pas vérifiée, elle ne sort pas, cette info-là. Et heureusement qu'il y a toujours dans quand même beaucoup de rédactions des vieux sages qui se disent le mec, excusez-moi, il nous emmerde un peu là. Bon, on a l'info, on la sort. Mais est-ce que c'est une nouvelle génération de journalistes? J'ai un exemple moi aussi en tête. Je reprends la vraie fausse découverte de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors ça aussi, c'est un bel exemple. Donc l'info tombe. Je crois que l'AFP d'ailleurs le sort. Il me semble. Le Parisien qui le sort. Une histoire comme ça. Et tout le monde, forcément, c'est à une heure en plus, ou dans les rédacs, il y a beaucoup moins de monde, forcément. C'est 21h ou quelque chose comme ça. La plupart des gens sont partis. Restent les mecs de desk qui sont là tous les soirs, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Et donc, oui, tout le monde dit si le Parisien le sort, le Parisien, quoi. Oui, le Parisien, voilà, c'est gros un journal titre connu, de France. gros titre, bon, on reprend. Ils sont sûrs de leur coup, quoi. Et donc, je vois, moi, la discussion à la rédac de la Provence, s'ils le disent, c'est que c'est bon, quoi. C'est évident. Ouais, mais c'est une source. C'est une source, et puis du coup, tout le monde s'emballe. C'était sourcé quand même. Il y avait quand même plusieurs sources dans le papier, donc ça avait l'air quand même sérieux. C'était pas quelqu'un d'inconnu. Et je revois à la rédac de la Provence, Olivier Lafont, SR, donc un mec qui est de desk le soir, qui fait des pages, qui les relie. Explique SR. Secrétaire de rédaction, c'est dans la famille, de la famille de journalistes, celui qui relie et qui fait de la mise en page, qui est pas sur le terrain. Alors c'est pas le volet qui fait rêver les plus jeunes souvent. Mais ces mecs-là, du coup, tout le monde s'emballe, tout le monde dit on va faire l'historique, c'est dans le Var, qui part dans le Var. Et le mec, au bout d'un moment, dit mais attendez, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai en fait? On a une source officielle, on a une deuxième source, on a eu le ministère de l'Intérieur, on a eu quelqu'un. Et ce type, dans un éclair de lucidité à 23h, dit écoutez les gars, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi je prendrais pas ce risque-là, quoi. Et le titre qui était alors
alors je sais plus le mot qu'on avait utilisé à ce moment-là. Capturer point d'interrogation. Ouais, ou un truc comme retrouver, ou quelque chose comme ça. Truc, Dans un éclair de lucidité, alors que pour le coup, tout était fait. BFM était en boucle là-dessus, CNews était en boucle là-dessus, tout le monde avait repris, quoi. Info partait là-dessus. Il nous dit, vous êtes sûr? Et donc, on dit, oui, effectivement, journalistiquement, on a envie de se regarder quand même dans une glace demain matin si c'est pas vrai. Donc, tout le monde, il y avait deux camps, hein. Ceux qui disaient, attends, la prudence, ça va 2 secondes. On va passer pour des cons demain si on dit que c'est pas vrai. Et on rajoute un point d'interrogation dans le titre. Retrouver, point d'interrogation. Ouais, là, c'est... Voilà. Et ben, le lendemain, ce brave Olivier Lafont, on l'a chaleureusement remercié D'avoir mis un point d'interrogation d'avoir au eu titre. cette approche-là, Ouais. parce que oui, on a tendance, et tout est fait pour, et notamment ces 20 dernières années avec le développement d'Internet, tout est fait pour, se dire on va passer devant, parce que dans les stats Google et en référencement, la mécanique, mais cette mécanique-là, jeu, ouais. cette temporalité-là n'est pas celle du journaliste. Et ça, il faut que les journalistes le gardent en tête, et il faut le dire aux plus jeunes aussi, moi, tous les Parce jeunes que qui les jeunes arrivent. veulent l'info de suite, instantanément. Oui, mais Mais souvent, quand il y a une fausse information, le rectificatif, il est vu peut-être 10 fois moins mais que c'est la sûr. fausse. Mais pourquoi C'est justement certain. la désinformation circule plus vite que la vérité? Parce que tout le monde peut la partager. Moi, encore une fois, j'inverse la proposition. Ouais. Parce que parfois, on peut dire des choses qui sont convenues, mais sans comprendre réellement ce qu'on dit. Qui, sincèrement, je pose la question autour de nous, qui aujourd'hui dit on veut tout savoir tout de suite? Qui dit ça? Mais tout le monde aujourd'hui. Non, c'est les algorithmes, c'est les espèces de C'est systèmes encore auxquels- les auxquels- grands, non, les GAFA, tout ça, non, les non, algorithmes. non, les... non, c'est non, la moi, je machine. dis pas ça, moi il n'y a pas de complot et ça. Mais qui dit ça? Non, mais les algorithmes. Non, automatiques. oui, les algorithmes. C'est-à-dire que si, T'as par raison. exemple, LCI n'a pas l'info avant BFM avant machin, Ouais. peut-être qu'ils ont moins de vues, moins de likes, moins de vues, enfin bon, etc. Mais qui dit ça? C'est ça qui est absurde. Le journaliste, il est là, Théo. On peut en parler, moi j'espère Là, le on a retrouver. vraiment les deux Le opposés. journaliste, Voilà. si tu veux, c'est quelqu'un, c'est Parfait. presque un problème philosophique. C'est quelqu'un qui doute par essence. C'est-à-dire que si on lui dit Théo, c'est ton cas, du coup, toi Dupont-Ligonnès, ouais. Ouais, Dupont-Ligonnès est retrouvé, tu te dis quand même, le mec, ça fait, je sais pas, 10 ans fait qu'on 10 le ans qu'on le recherche, cherche, on le ouais, c'est ça. retrouve. Alors, il y a eu l'histoire en Écosse, après il y avait l'histoire dans le Var, dans une où on l'a confondu avec un moine, etc. Un journaliste pertinent, même s'il a l'âge de Théo qui a 28 ou 25 ans comme Laurie. Le mec se dit, attends, ça fait 10 ans, 25 ans, le mec, il est... Mais moi, si j'avais 25 ans, le mec, on le retrouve de chez les moines, caché, etc. Donc tu te dis, là, c'est sûrement du super pipeau. Donc tu vérifies l'info. Et vérifier l'info, c'est très rapide. Il suffit que tu aies un copain chez les flics, un copain journaliste, un copain chez les gendarmes, vous avez vos sources. un copain qui t'ait tes Quand même. sources, On etc. dit Le mec plus qui copain, te je dit... précise. Voilà, enfin un copain, une relation, tu vois, un réseau. Ouais, Un ouais. réseau d'informateurs intelligents. Donc ça, c'est etc. vrai depuis des années, depuis des dizaines et des depuis dizaines d'années. Il toujours. faut avoir un vrai réseau. Mais il faut avoir un réseau. Et tu te sûr, dis hyper important. Dupont-Ligonnès. Bon, je vais vous raconter une anecdote très vite. Un fait divers incroyable à Toulon. Enfin, la Seine, qui démarre sur la gare de la Seine, pas très loin de la Seine-sur-Mer, dans le Var. Il y a un marin qu'on retrouve carbonisé sur le port de la Seine. On sait qu'il est marin parce qu'il a un peu de tenue militaire, etc. Le mec, il est dans le coma. On l'amène à l'hôpital, le mec, il est dans le coma, etc. Qu'est-ce qu'on imagine? Qu'il a été brûlé par la mafia, qu'il a été torturé, qu'il a été abîmé, etc. Toute la presse régionale déboule, toute la presse nationale, je me rappelle, Libération, Le Monde, tous les correspondants, etc. Et là, on bâtit des stratagèmes absolument incroyables. Moi, je suis très prudent, parce que je me dis, putain, le mec, il est à poil à moitié, il a des vêtements militaires, on ne sait pas trop, il est dans le coma, etc. Et là, tout le monde part dans des délires Libé, L'inconnu du port de la Seine, Le Monde. C'est absolument incroyable. Et il y a une espèce, autour de cet homme brûlé, il y a une espèce de mythe qui se construit du type militaire, battu sauvagement. Est-ce que c'est pas les services secrets qui vont Mais est-ce que machin, c'est faire pas un encore truc pour faire un peu non, mais de sensation, et même de quand dire on ça va voir va. les flics, et moi je vais voir les flics, j'aurais dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Les flics te disent, mais attendez les gars, soyez prudents, on ne sait rien. Et tout le monde part d'une espèce de dire, nous, moi je veux contenter la vérité. Et mon rédacteur me dit, bon, ne raconte pas d'histoire, mais ne sois pas quand même en retrait par rapport aux autres journaux, etc. Bon, et en fait, c'était quoi cette histoire? C'était une histoire absolument incroyable. Le mec, il a voulu se suicider, il a pris une espèce de perche en métal qu'il a balancée sur les rails électriques de la gare de la Seine. Il s'est pris une châtaigne de 10 000 volts, il a couru comme un poulet sans tête et il s'effondrait 800 mètres après sur le quai, machin. Quand tu racontes ça, c'est plus pareil. c'est plus la même histoire que le militaire, les services le fantasme, secrets. c'est clair. Voilà. Et donc, si tu ne vérifies pas,
Alors, tu vas passer pour un con si tu dis c'est la torture, c'est machin, etc. Et là, effectivement, parce qu'après, les lecteurs de Var Matin, tu les croises, ou de la Provence, ou de Nice Matin, tu les croises. Et là, tu passes pour... Et donc, tu as une obligation de douter de tout. Et quand je dis de tout, c'est-à-dire du moindre fait divers, du moindre fait politique, de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui s'est passé avec les vaccins, de ce qui s'est passé avec les anti-vaccins. Il faut douter de tout. Je vous raconterai des choses que j'ai vécues avec les vaccins, où j'ai basculé dans un monde, mais parallèle. Alors du coup, Théo, toi, on t'apprend Ouais. ça en école de journalisme à vous douter de tout, ou c'est juste une Bien conviction sûr, personnelle? On Ouais, a, non je dirais, 4 grands principes. C'est être rigoureux, être curieux, recouper les sources. Et puis aussi, il y a ce principe qu'il ne faut pas oublier, c'est être efficace. Parce que quand on t'envoie sur le terrain à 8h du matin, il faut apporter le sujet à 15h parce que le sujet passe 1 heure après. Et donc effectivement, il faut aller vite. Mais si la personne au-dessus de toi en rédaction qui va prendre la responsabilité de publier un sujet, de sortir un sujet, dit non, là, il y a un doute, c'est sa mission à lui d'être un garde-fou et de dire on ne publie pas. Donc, je veux dire, même s'il y a un risque de rapporter une information qui est, disons, pas tout à fait considérée comme sérieuse, elle ne sortira pas. Parce qu'en fait, la personne qui est en charge de votre travail et qui est au-dessus de vous dira c'est mieux de ne pas la publier que ensuite devoir publier un démenti ou une rectification, etc. Donc oui, tous les jours, on est censé vérifier et être sûr de l'information qu'on lâche. Alors justement, on va se retrouver dans quelques secondes et on va essayer de démêler tout ça, le vrai du faux, et donner les bons tuyaux à nos auditeurs pour se repérer dans ce monde. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Faisons maintenant un focus sur la véracité des informations. Comment, en simple citoyen, peut-on dissocier le vrai du faux d'une actualité ? Oui, comment peut-on vérifier si une information est bien réelle ? Avez-vous des conseils à donner à nos auditeurs ? Qui se lance ? Parce que là, vous avez expliqué un peu le back-office, comment vous bossez pour justement publier des vraies infos. Mais pour un journaliste Ouais. ou pour un Alors, citoyen, parce que c'est pas la même chose. Vous avez votre vision journaliste. Un auditeur va lire un article. Déjà, sur les réseaux sociaux, si un auditeur il veut savoir si le média il est fiable, souvent il est quand même vérifié, etc. Il y a la réputation du média sur lequel on regarde l'info, Oui, déjà. et puis on a aujourd'hui, par exemple sur Twitter, une pastille bleue à côté de la Provence. Enfin, on a quand même des choses qui prouvent que le média est vérifié et il y a une espèce de notoriété. La question de la source est évidente, c'est-à-dire que voir si une info est vraie, déjà, en fonction d'où elle vient, tu peux... Donc déjà, d'où elle vient, je suis qui l'a auditeur, dit. je lis un journal, peu importe lequel, je lis un site web ou ce qu'on veut. Je veux savoir si l'info que je lis est bonne. Donc déjà, on vous avait donné quelques clés Est-ce tout que à la l'heure. Il faut personne voir qui sort l'histoire est journaliste Donc quel faut est son vérifier domaine, qui l'a publié au Voilà. départ. Voilà. Est-ce que c'est Vérifier un si- journaliste ? Est-ce qu'il a les compétences pour sortir une information ? Vérifier Est-ce aussi que- si l'info est sur plusieurs médias différents. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais, c'est ce vous avez que donné un disait peu ce Claude. tuyau-là. Non, mais Claude, tu avais dit ça ? Oui, mais voilà. Quand C'est un tu des as- principes. Non, oui, c'est un des principes. C'est-à-dire que tu. Donc si on de lit la une même info manière- bizarre, qui nous semble bizarre sur Bah, un seul tu- site, qu'il n'y a que lui qui Bah, en parle voilà. et tout, Bah, le faut se méfier. lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, il doit faire l'effort de la même manière que le journaliste va vérifier 3 fois ses sources pour couper, recouper, etc., jusqu'à ce que l'info soit bonne de manière à ce qu'elle soit publiée. Il faut que le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, il fasse l'effort de se dire, tiens, plutôt que d'aller passer 30 secondes sur un réseau social qui raconte n'importe quoi, je vais le vérifier sur France 2, sur Europe 1, sur RTL, il choisit le média qu'il veut. Mais il va vérifier. Et quand il aura, ou la Provence, ou même des petits journaux qui sont souvent mieux informés que... Oui, mais plusieurs en parlent en mais, général. mais bien sûr, donc il s'est passé quelque chose. Je vais vous dire un truc qui est extraordinaire. Les gilets jaunes, pendant la crise des gilets jaunes, je ne veux pas leur taper dessus, mais moi j'ai les boules après un certain nombre de gilets jaunes, etc. Les gilets jaunes s'informaient où ? Quand on allait sur le terrain, les enfants. Sur les groupes Facebook, ils avaient Non, créé aussi. Ils allaient sur les groupes Alors oui, parce Facebook. qu'on a eu beaucoup de gens qui ont réagi mais en je sais disant pas si attention aux tu médias as lu- mainstream. Je ne sais pas si vous avez entendu ces mots, Il y a ces eu un mots papier, depuis quelques il mois. faut que je retrouve ce journaliste qui travaille pour France-Tireur et qui a fait une enquête sur Russia Today, qui est le média oui. russe Oui, qui a est été installé en interdit, France là, depuis des maintenant. années, mais qui était à Berlin, en Angleterre, etc. Quand on allait sur le terrain, les gilets jaunes nous disaient quoi ? Ah, vous les merdages, journalope, on va pas raconter 1000 fois la même histoire. Je dis, mais vous vous informez où ? Russia Today. Mhm. Et là, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils s'informent sur Russia Today ? Parce que Russia Today faisait de l'info qui consistait à balancer de la propagande en disant
Regardez ce qui se passe en France. C'est le chaos. C'est la guerre civile. Macron. C'est de l'info est qui un arrangeait, despote. qui arrangeait les Mais gens qui il la regardaient. manipulait, C'est ça et donc, ils allaient Oui, voir les Laurie. gilets jaunes disant Macron, c'est une ordure. Les gens de gauche, c'est des salauds. Les journalistes, c'est des journalistes. Donc en fait, ils avaient l'info, ces gens-là avaient l'info qu'ils voulaient entendre. Mais finalement, c'était c'est la- ça c'est du Laurie militantisme. On Ouais. a encore aujourd'hui, puisqu'on a des petits groupuscules de gilets jaunes résistants, hein, on en a à Bandol, on en a à 2-3 endroits, où on a toujours ces mêmes médias. Je crois que c'est Vécu qui est par exemple beaucoup dans le Var, mais c'est des journalistes qui se disent en tout cas journalistes, qui ne connaissent généralement pas la France, puisqu'en plus ils le disent, hein, ils sont pas d'ici, et qui travaillent pour leurs idées, c'est-à-dire que ils estiment que ça va pas, ça va pas, donc ils vont aller dans ce sens-là. En fait, ils anglent pas leur papier ou leur information, ils déforment pour que ça colle avec leurs convictions. Et c'est là où on bascule du journaliste au militant, en fait. Et Ouais. c'est- Oui, ils cherchent ce Ouais, qu'ils veulent Guillaume. entendre. Ouais, c'est ça. C'est une C'est manière pour de ça trouver que ce qu'ils veulent. La question de la source est déterminante parce qu'aujourd'hui, avec les moyens techniques simples, en 15 ans, n'importe qui peut se prétendre journaliste. C'est-à-dire qu'il y a 20 Une ans, GoPro, et puis c'est fini, quoi. voilà, Aujourd'hui, oui, même avec un téléphone portable. on peut n'importe filmer qui peut n'importe se quoi. revendiquer, on le voit sur toutes les manifs. D'ailleurs, moi, je suis toujours estomaqué qu'il y ait une manifestation, quel que soit le thème de la manif, de voir autant de gens qui filment. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous de ces images? Et chacun se Ils les sent mettent une sur âme les réseaux. de grands reporters de guerre. D'ailleurs, qui va certaines aller filmer images dans- sont des fois reprises par les grands Donc, médias. c'est facile de donner le sentiment du journalisme sans être derrière journaliste. Et il faut pas grand-chose. Donc la source est clairement déterminante parce qu'on a vu le nombre de sites web. Tu prenais l'exemple de Russia Today qui a été fermé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui a été fermé. C'est plutôt une bonne chose parce qu'il y avait effectivement ce prisme-là. Mais il y en a d'autres. Prenez un exemple, moi aussi, qui m'interroge Le quotidiennement. média, il y a aussi. Mais prenez François. Ah ouais, oui. Qui a longtemps été Ouais. le plus gros titre de presse écrite en Ils ont France été dans les coupés années d'ailleurs 60. ils ont été coupés par Google, je crois, leur financement. Ouais, mais Ouais, leur chaîne ils ont YouTube. leur- utilisé l'habillage de ce qui était un très grand média dans la France des années 60. Grand C'était journal. Ouais. le plus Très, grand très grand journal. journal, oui. Il tire à 2 millions d'exemplaires. Ils avaient des grands reporters, des C'était correspondants l'âge d'or locaux. du jeu de genre presse-papier à l'époque. ouais. Ce journal s'est cassé la gueule parce qu'il n'a pas su se réinventer avec l'arrivée d'autres supports, des télés, des radios. Et donc, la marque est restée. François, pour beaucoup de gens, moi j'en parle à mes parents, bah ouais, François, Alors, tout le monde connaît. ça, hein, ça a de voilà. la gueule, quoi. Et sauf moi, que Tu connais pas du tout Théo Si, bien Ah, sûr, quand même, mais de nom, seulement mais- que. Et c'est Oui, devenu- Il a pas connu Ah, mais- le c'est format devenu- Non, papier. pas le format papier, mais c'est tu devenu connais le le nom. de l'encre, non. je ne sous connais pas. l'emballage d'un média, puisque c'est le nom d'un journal à la base, c'est devenu quelque chose qui fait tout sauf du journalisme. C'est Il de y a la des, propagande. il y a des L'opinion, émissions alors. qui ont l'air du journalisme et qui n'en sont pas. C'est un peu la bière sans alcool, quoi. Ouais, C'est-à-dire ils ont que été ça coupés de ressemble poudre à à T'as de les la bière. journaux satiriques qui, eux, maintenant, se collent sur par exemple, la Provence et qui vont trouver Mais un oui, nom la, à côté. la province, Sauf- il y a voilà. Corse machin, Corse il y a machin, mais sauf Oui, que- le En Gorafi, fait, tous il y ces a trucs-là, une telle ça défiance marche. envers les médias qu'il y a des gens qui ne Ouais. se rendent pas compte que Mhm. c'est le Gorafi, par exemple, et que c'est pas le Enfin, bon, c'est vrai À que ce des point-là, quand même. Ah oui, si. On en a encore. si, si. Ouais, qui confondent les deux. Non, Il y a mais qui- moi, je vais être. Alors, Oui, Claude. je suis un journaliste très moderne et très Ah, tu as dinosaure. fait toutes les époques, Ouais, quoi, j'ai fait, justement. Tu es ouais, notre voilà, doyen j'ai de la tout fait. soirée. Je suis passé de. J'ai un Tu sais, je CV, racontais ça à long ma comme le fille, je bras. trouvais ça drôle. Le téléphone, moi, je l'ai connu, bah, toi peut-être aussi, Ah, Guillaume, moi tu sais, aussi. à tourner le Ah oui, oui, cadran, j'ai et connu puis après ça. à taper sur les machins, et maintenant, avec le pouce. Avec... Je sais pas si Voilà. effectivement, Donc, on doit voilà. être 3 contre 3 à avoir Non, connu ça voilà. ici sur ce plateau. Et donc, Un fax, moi, Laurie. Hein. quand je vois, tu as raison, Guillaume. C'est Ouais. pas que moi je veuille donner à tout prix raison de journaliste, parce qu'après on peut parler du mauvais côté des journalistes, etc. Mais tu vois, un journaliste, c'est un mec qui doute. C'est ce qu'il a dit Théo tout à l'heure. C'est un mec qui est curieux. C'est un mec qui doute. C'est un mec qui est efficace. C'est un mec qui passe du temps avant de vérifier ses infos. C'est un mec. Je suis désolé. Moi, j'ai un petit bout de carte en plastique. Je vous la montrerai tout à l'heure. C'est une carte de presse. Oui. C'est la 56-328. Donc, ça remonte à très, très, très longtemps. Oui. Tu le confirmes, Guillaume Moi, je suis à 82, lesquels. On allait en Ouais. parler un peu plus tard. Donc, ouais. voilà. Et Des donc, cartes de presse. et toi, tu auras la 104e ou 115 000, etc. Ouais, Mais ils sont même suis plus loin, désolé. je crois. On a Même 140. ou 140 000, etc. Donc, eh ben, ce petit bout de plastique, il compte. Elle est barrée tricolore. Il y a marqué Claude Ardit, journaliste, il y a la date, tu signes, etc. Commission de la carte des journalistes professionnels. Ben, je suis Renouvelé chaque désolé. année. Hein. Voilà. Et Mhm. voilà. Et qu'on va chercher tous les ans parce que il faut prouver qu'on est toujours journaliste. Ben, ce petit bout de plastique, cette confiance, ce doute, cette philosophie, cette curiosité, cette volonté de s'emmerder. Moi, quand j'étais à Var Matin, quand j'étais à Complément d'enquête, quand je travaillais pour Canal, je travaillais 15 heures par jour. Je travaillais à droite, à gauche. J'adorais ce métier. Voilà. Et j'adore toujours ce métier.
Et moi, je suis content que tu sois là. C'est un métier de passion, journaliste. Oui, et je suis Vous êtes content que d'accord Loïc soit là parce que je leur dis, et quand l'impression, je vois un mec, moi j'étais à la grande manif, où pour la première fois, je suis allé sur des conflits guerriers, je suis parti pendant la guerre du Kosovo, je suis allé faire des choses absolument incroyables, etc. Bon, j'ai plusieurs fois flippé. La seule fois de ma vie où j'ai eu peur, c'est quand il y a eu la manif des Black Blocs qui ont coincé les flics contre le mur en leur disant suicidez-vous, parce que là je me suis dit, si un flic réagit, ça va tirer, et là il va y avoir des morts, etc. Et là franchement, j'ai eu peur. Et je voyais, comme tu le disais, les mecs avec leur téléphone portable qui étaient là sous prétexte qu'ils allaient peut-être filmer la bavure d'un flic qui allait taper sur un mec, etc., qui s'imaginaient qu'ils étaient journalistes, qu'ils allaient écrire, etc. Ah ben non. C'est pas parce que tu es présent, c'est pas parce que tu as un téléphone portable, c'est pas parce que tu as un micro, c'est pas parce que tu as un casque, etc., que tu es journaliste. Si tu es là, que tu as le casque, tu as ton appareil photo et que tu vas vérifier l'info. Qui sont les Black Blocs? Pourquoi les flics sont coincés sur le mur? Qu'est-ce qui s'est passé avant? À quel endroit ça s'est passé? Qui sont ces mecs? Qu'est-ce qui sont manipulés par la préfecture de police? Tirer les fils, en fait. Voilà, et tu tires tous les fils et tu racontes ton histoire. Et après, s'il y a bavure d'un côté ou de l'autre, tu diras, il y a bavure. C'est l'exemple type, les manifestations et les violences sur les manifestations, puisqu'on voit vraiment là la manipulation de l'image. C'est-à-dire qu'on va prendre une bribe d'information pour montrer des violences d'un côté ou de l'autre, mais pour montrer vraiment que la partie qu'on veut. Et c'est là que le journaliste il prend toute sa dimension, c'est que il va raconter ce qui s'est passé avant, après et pourquoi ça s'est passé. L'histoire de George Floyd aux États-Unis est passionnante parce que c'est quelqu'un qui filme un flic qui est mis à terre par deux autres flics qui vont le tuer. Et c'est un kidam, je crois, qui filme la scène. Et cette scène, ensuite, elle va devenir évidemment mythique. Mais c'est un simple passant. Je crois que c'est une femme qui avec son téléphone portable, etc. Mais ensuite, cette image, tu t'en empares. Et tu enquêtes. Qui sont ces flics? Pourquoi ils ont maintenu à terre? Pourquoi ils l'ont étouffé? Pourquoi ils ont fait ça? D'où ils viennent? Quelles sont les techniques d'interpellation? Pourquoi les gens autour n'ont pas réagi? Pourquoi les flics ne sont pas venus? Et ça, c'est le boulot de journaliste. C'est-à-dire qu'à partir de l'image faite par quelqu'un qui ne sait pas qu'il est en train de se produire un fait qui va devenir mondial, si tu veux, les journalistes vont arriver, les reporters, quels qu'ils soient, et ils vont dire, nous, on va s'emparer de cette image, et on va aller chercher la vérité, la décrypter, on va tout décrypter, on va tirer les fils, comme tu disais, Théo, et on va comprendre. Et là, on comprend que George Floyd devient un symbole mondial, Black Matter, etc. À partir d'un acte quasi militant, tu fais un fait journalistique mondial. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce boulot-là, tu le retrouves en permanence partout. Alors, ça, c'est un peu... Voilà, ça reste du vrai boulot de journaliste, de l'investigation, de la recherche. On a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont parlé, vous vous rappelez, du scandale autour du secret des affaires. En juillet 2018, il y a une loi qui a vu le jour sur le sujet. La profession de journaliste a dénoncé quand même une dérive sur la liberté d'informer. On se rappelle aussi, par exemple, d'Élise Lucet, quand même, qui était une des têtes de pont. Élise, que tu connais, je crois, Claude aussi. Il y a des gens qui nous ont parlé, qui ont mélangé un peu de politique en nous disant, est-ce que la liberté journalistique, on n'a pas pris un petit peu un coup pendant ce quinquennat ou autre? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, de cette loi et de ce secret des affaires? La loi de sécurité globale, c'est ça? Ouais, sur... La loi de... Non, le secret des affaires, c'était avant. En 2018. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la loi sur le secret des affaires où... qui pourrait empêcher, par exemple, peut-être des dossiers comme on a vu sur les Panama Papers ou autres, par exemple, sur des enquêtes. Alors, si tu veux, il y a plusieurs choses. Il y a la loi sur des gens qui ont travaillé sur les Panama Papers aussi. Oui, alors les pauvres, ils ont bossé pendant 2 ans. C'était des moines journalistes pendant 2 ans qui ont vécu coupés de leur famille, coupés de leur milieu social, etc. Bon, qui ont révélé ça parce qu'il fallait vraiment que leurs infos soient exclusives, qu'elles ne soient pas révélées, qu'elles ne soient pas manipulables, etc. quoi. Mais ça c'est autre chose. Ça. Le secret des affaires, ce sont des multinationales qui ont poussé à ce des lobbyistes qui ont poussé à ce que une loi qui ne permet pas aux journalistes d'aller enquêter sur les chiffres d'affaires des sociétés, parce qu'en révélant des chiffres économiques, on pourrait révéler la concurrence des faits qui pouvaient faire casser la gueule de l'entreprise d'action dans le CAC 40, etc. Bon. Alors, moi, pour répondre à ta question, je vais me faire des ennemis ce soir probablement. J'ai été censuré une fois. Ouais. En 40 ans de journalisme, j'ai travaillé dans la presse écrite, j'ai travaillé dans la presse magazine, j'ai travaillé dans la presse radio, j'ai travaillé dans la presse télé, je continue de bosser pour des radios, des talos, des radios, des télé, des grosses productions, etc. Jamais quelqu'un est venu me voir en me disant « ça, tu ne l'écris pas,
tu ne le montres pas, tu ne le dis pas. Jamais. Une seule fois. Une seule fois en 40 ans de carrière. Une seule fois, j'ai été convoqué, je venais de sortir un livre dont j'étais très fier, qui s'appelait Ascenseur pour les fachos, sur le Front National. Je trouve le titre absolument génial. J'ai été convoqué par le directeur de Var Matin, qui était en même temps le directeur de la Provence, et qui s'appelait, enfin peu importe. Et ce mec m'a dit, c'est vous qui avez écrit ce livre. Il m'a reçu en grande pompe dans son bureau. Ouais. Il m'a montré le livre, il me dit Ascenseur pour les fachos, c'est vous? Je dis oui, c'est moi, c'est marqué sur la première page. C'était mon patron, hein. Il me dit, ça vous fait rire? Je lui dis, le titre me fait rire, mais pas les fachos. Bon, et là, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, les lecteurs de Var Matin sont aussi des électeurs, et les électeurs sont aussi des lecteurs. Et donc, je me suis dit, ma réponse a fusé. J'ai dit, donc, on va faire un journal. À l'époque, c'est le Front National qui avait gagné à 37%, la droite à 32%, puis la gauche. J'ai dit, donc, on va faire un journal comme une cassette italienne, 37% Front National, 32% pour la droite, et puis le reste pour la gauche, etc. Bon. Et là, il me dit, c'est fini, vous n'écrirez plus jamais pour la politique. C'est là que j'ai eu mes ennuis avec Var Matin, etc. Et que j'ai compris que ce type, visiblement, il faisait du commerce, il faisait pas de l'info, alors qu'en fait, il venait quand même du gros Pachette, ce qui était pas rien, quoi. Bon, donc, quand on me dit, oui, mais il y a la loi sur la sécurité, il y a la loi sur le droit des affaires, il y a la loi, etc., je m'en fous. Ce qui compte, c'est que j'ai une histoire à raconter, quelle que soit l'histoire. Et parfois, ce sont des histoires graves qui vont nous amener à des heures, des jours, des nuits, des cauchemars, etc. J'ai une affaire. Et tant que je ne vais pas jusqu'au bout de cette affaire, sauf si je n'y arrive pas, c'est arrivé, hein, je vais jusqu'au bout. Et je ne cède jamais. Alors, tu peux être menacé, tu peux être emmerdé, tu peux être insulté, tu peux passer des nuits cauchemars, etc., quoi. Mais tu y vas. Voilà. Moi, quand je vois Théo, on en discute. Tu le motives. Mais je le motive. Et Laurie, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il est quand même motivé, Théo. On fait un métier magnifique, tu vois, magnifique. Moi, quand j'ai commencé ce métier, je rentrais dans les classes, je sais pas si vous le connaissez aujourd'hui. Il y avait dans une classe, je rentrais, il y avait 25 gamins, il y en avait 5 ou 10 qui voulaient être journalistes. Maintenant, je rentre dans une classe, il n'y en a plus un. Je dis qui veut être journaliste. Il y en a un qui est devant et qui dit on va en parler. On va arriver dans notre deuxième partie d'émission. Effectivement, on va faire un peu le focus sur chaque parcours. Tu te dis, mais je me fous, moi, il y a la loi de la presse de 1881, il y a la loi sur la liberté d'expression, il y a la loi sur la caricature. Moi, j'ai une affaire. Et quel que soit le journal, la radio, la télé, etc., pour laquelle tu travailles, après, on parlera des conditions de travail. Ça, c'est différent. Et la façon dont la presse, on a parlé beaucoup du traitement de l'info dans la première partie. On va parler effectivement de vos parcours et des conditions. Pourquoi te mettre des bâtons dans les roues alors que tu fais le plus beau des métiers et même si tu te prends des branches dans la gueule, etc. Il faut y aller. Il faut se prendre des murs, Guilhem. Ouais, mais moi sur cette question-là, ce qui m'amuse toujours là aussi, c'est toujours il y a ce fantasme qu'on censure des journalistes. Mais alors c'est clairement là aussi mal connaître. Oui, non, mais c'est ce que pensent beaucoup les gens. C'est mal connaître les journalistes. Réactions. Moi, donc, des confs de rédac, j'en fais 3 par jour, donc j'ai des journalistes autour de moi. On parle des sujets. Mais alors c'est intéressant que le public vienne parce que j'aimerais qu'ils viennent pour voir ce qui se passe s'ils me venaient à l'idée, ce que je fais pas. Oui, dire non, je parle pas de ça, tu parles aussi. Laurie, ton sujet, tu l'oublies. Mais je pense ça va être intéressant parce qu'il y a une autorégulation quand même de ce métier. Quand il y a 30 journalistes dans une pièce, personne va s'amuser à interdire à un de ses confrères de faire son boulot. Personne. Et on peut être patron d'un journal, on peut être actionnaire majoritaire d'un journal, mais c'est impossible. Impossible. Alors, on a parlé pas mal du traitement de l'info. On va parler un petit peu de vos parcours et puis des coulisses de tout ça. On veut savoir beaucoup de choses. Surtout, on va accueillir Sylvie après. On attaque dans quelques secondes la seconde partie de notre émission. Faut qu'on en parle, seconde partie. Si nous avons vu en première partie les bases du journalisme, beaucoup de traitements d'infos, on en a parlé, plongeons-nous maintenant dans le parcours de nos invités. Du jeune en école de journalisme à la presse locale en passant par le national, nous avons un beau panel dans cette émission pour répondre à toutes vos questions. C'est nous le panel. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous dire combien y a-t-il d'écoles de journalisme en France ? Il y a sûrement 14 écoles reconnues par la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes en France. Cependant, il existe tout autant d'écoles privées qui dispensent des cours et peuvent permettre de pallier au peu de candidats qui arrivent à rentrer dans les écoles reconnues. Et combien y a-t-il de journalistes en France ? Alors en 2020, le CCIJP avait distribué environ 35 000 cartes de journalistes. On en a parlé tout à l'heure, Claude, les fameuses cartes. À cela s'ajoutent tous les journalistes qui n'ont pas de carte de presse aussi, ce qui porte environ leur nombre autour des 142 500 en France, soit 18% des journalistes européens.
Avant de continuer notre débat, nous avons eu beaucoup de réactions. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On avait François du côté de Toulouse, on les écoute là-bas. J'ai voulu faire journaliste dans ma carrière, mais c'était déjà compliqué à l'époque. Je n'ose pas imaginer maintenant. Dans l'époque où on vit, la précarité de ce métier ne doit pas être évident. Fabrice d'Auxerre, hâte de voir les invités que vous nous avez trouvés. Si c'est les mêmes niveaux que l'émission des sportifs, ça va être génial. Passons tout de suite au parcours détaillé de nos invités. Et on va commencer tout de suite avec Sylvie Sancy. Vous êtes actuellement professeure, mais vous avez eu un long parcours. Bonsoir Sylvie, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Déjà, comment va Sylvie? C'est le direct. Sylvie devait être avec nous ce soir et elle est malade ce soir, donc elle va nous accorder quelques minutes ensemble. On l'a présentée en début d'émission. Voilà, donc vous avez été rédactrice en chef aussi de la Quotidienne sur France 5, grand reporter et rédactrice en chef aussi adjoint du JT de TF1 de 13h avec Jean-Pierre Pernaut. Bonsoir Sylvie. Bonsoir à tous. Pardon de vous avoir fait faux bond, mais voilà, effectivement, parfois il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Ouais, le contexte actuellement est compliqué. Voilà. Donc très très rapidement, moi j'ai fait une école de journalisme. J'ai fait l'école de journalisme de Marseille qui s'appelle aujourd'hui le JICAM. Et c'était il y a très très longtemps puisque c'était en 1987. Alors, ça tombe bien, on a Théo qui est notre représentant de le JICAM ce soir. Super, je vais vous contacter, je vais avoir votre expérience d'antan. Donc voilà, et puis à l'époque, il y avait très peu d'écoles de journalisme et il y avait un prix qui s'appelait le prix Jean d'Arcy qui aujourd'hui est passé sur France 2 et qui était réservé aux lauréats d'écoles de journalisme. Donc voilà, moi j'y ai participé en tant que lauréate de l'EJICAM et je suis rentrée à TF1 comme ça, d'abord pour un stage de 6 semaines et puis d'1 an et puis à la pige et puis voilà, et j'y suis restée 27 ans. Et vous venez de le dire, mais je suis partie de TF1 effectivement parce qu'on m'a proposé de travailler sur la création d'une émission qui s'appelle La Quotidienne sur France 5 et c'est ce que j'ai fait. Et à l'issue, je suis restée 2 ans et au bout de 2 ans, l'appel du pays a été plus fort que tout et j'ai eu très très envie de revenir chez moi et ça a coïncidé aussi avec une envie de faire du documentaire qui pour moi est aussi une forme extrêmement noble et intéressante du journalisme. Et donc j'ai allié les deux, c'est-à-dire que je suis revenue vivre dans ma région et que je me suis lancée dans le long format, quoi, dans le documentaire. Voilà. Vous nous expliquiez aussi lors de la préparation de l'émission la difficulté de débarquer de province il y a 30 ans à l'info sur ce type de grandes chaînes parisiennes comme France Télévisions, TF1. Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui encore cette difficulté ? Alors non, je pense que... Enfin non, je veux pas être aussi tranchée. Je pense que ça n'a plus rien à voir. Je pense que vraiment aujourd'hui, il y a le genre de concours que j'ai gagné moi, effectivement, ça se généralise. Il y a beaucoup de jeunes journalistes qui viennent de la France entière et qui viennent en stage dans les grandes rédactions. Donc je pense que c'est plus facile. C'est vrai que moi à l'époque, je cumulais, j'avais une espèce de double peine, c'est-à-dire que non seulement j'étais une femme, mais en plus j'arrivais de Marseille et c'est tout juste si on me demandait si à Marseille il y avait de l'eau chaude et l'électricité, quoi. Donc il y avait une espèce il y avait une sorte de de complexe de supériorité très parisien. Et en plus, le fait d'être une femme dans une rédaction qui à l'époque était quand même encore à dominante très très masculine, c'était. Alors à l'époque, c'était quand pour situer à peu près? L'époque, j'ai débarqué à la rédaction de TF1 le 4 avril 1988. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc voilà, c'était il y a 30 ans, quoi. Effectivement. Donc voilà. Sylvie, lors de la préparation de l'émission aussi, vous nous aviez dit que... Il y avait des nouvelles formes de journalisme. Comment les professeurs qui ont connu l'ancienne ère arrivent à former des jeunes sur des plateformes qu'ils n'ont pas connues avant? Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression d'être un espèce de dinosaure. Mais en fait, on a tous... Enfin, moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants... j'en ai 2 qui ont 26 et 27 ans et j'en ai un qui a 15 ans. Donc, c'est vrai que déjà, grâce à eux, ça nous permet d'être de plein pied dans justement ces nouvelles technologies et ces nouvelles formes de journalisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, je pense que quand on est journaliste, il faut allier 2 choses. Il faut être curieux et surtout, il faut être complètement ouvert sur le monde qui nous entoure. Et qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 57 comme moi. Et ça vous permet, là aussi, de toujours
de toujours être intéressé par ce qui se passe et de toujours vous confronter à la nouveauté. Alors Et c'est très intéressant Sylvie ce que vous dites parce que justement malheureusement vous n'étiez pas là avec nous en première partie mais c'est exactement le discours qui a été tenu par tous nos professionnels en plateau sur la curiosité, sur le monde, voilà, il faut être très curieux dans le monde du journaliste. Oui, et puis il faut vraiment être ouvert sur ce qui se passe autour de vous. C'est-à-dire que... même si c'est pas nos convictions, discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes convictions ou autres, c'est ce que disait Claude tout à l'heure. C'est hyper important, bien évidemment. C'est comme ça qu'on se nourrit. J'entendais juste avant que vous m'interpelliez, j'entendais dire effectivement c'est le plus beau métier du monde. Mais j'en suis intimement persuadée. Ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier, mais si on me demandait de re-signer demain matin, mais ce serait sans hésiter. Je pense que ce métier, on se nourrit sans cesse, tous les jours, intellectuellement et humainement. Je ne pense pas qu'il existe au monde un métier aussi enrichissant que celui-là. Vous partagez la vie en plateau, je suppose ? Claude, ouais, je te connais pas, mais oui, je bois tes paroles parce que on parle le même langage et que on a les mêmes convictions et que on a quasiment le même parcours. Juste par mes curiosités, ton dernier documentaire, c'était sur quoi ? Alors, le dernier documentaire que j'ai fait, en fait, j'ai fait sur les reliques religieuses, sur le marché des reliques religieuses. J'ai fait, alors c'est ça le bonheur avec un documentaire quand on est un peu freelance, hein, voilà, c'est qu'on peut faire ce qu'on aime. Moi, j'adore l'histoire, donc j'ai fait un 4 saisons sur le château de Versailles. J'ai fait un documentaire sur les scientifiques du bout du monde. Voilà, donc j'ai fait un peu ce que j'avais envie de faire en fait, ce que j'aimais profondément et tout en faisant mon métier. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà, moi alors moi j'ai un parcours qui est presque en 3 étapes. Tu as peut-être connu ça, mais tu vas nous le donner en détail après. Mais non, mais les grandes lignes, mais voilà, tu vois, quand moi j'ai commencé comme localier, c'est pour ça que je pense dans la Provence, à matin. Je dis pas que c'est les plus belles années parce que j'ai eu tout le temps des belles années. Mais quand j'étais localier et que mon rédac chef ou mon chef d'agence me disait tu vas aller faire le loto de la CGT au marché du Pont-du-Lac à Toulon. J'y allais parce que je savais que j'allais découvrir des mecs. Ils me disaient après tu vas faire la conférence de presse de la CFDT des pompiers qui râlent. Après tu vas aller au centre des impôts, etc. Et j'y allais. Bon, et à l'époque on n'avait pas d'ordi, on n'avait pas de portable, on n'avait pas de fax, on n'avait rien. On écrivait sur du... C'est pas Godus cette époque, mais on écrivait sur des feuilles en papier avec un stylo, etc. Je terminais 8h, 10h après, j'étais épuisé, je faisais 4 papiers par jour. Et c'était génial parce qu'on rencontrait plein de gens d'univers radicalement différents, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est Sylvie, ton prénom, hein ? Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que tu arrives à 57 ans en ayant parcouru en ayant fait ton parcours journalistique. Et tu arrives à 57 ans à faire un documentaire sur les reliques religieuses. T'imagines un peu la passion qu'il faut avoir, le chemin qu'il faut avoir parcouru, l'envie qu'il faut avoir en soi pour dire, bon voilà, aujourd'hui, j'ai fait plein de choses avant à TF1, dans un milieu macho, dur, où les femmes étaient mal considérées. Moi, j'ai connu ça aussi, un peu moins peut-être à France Télévisions, parce que je suis arrivé plus tard. Et puis, tu arrives à la fin de ta carrière, ou presque, et tu te dis, voilà, je peux faire une chose sur les sciences dans le monde, Bon, voilà. C'est un métier qui est génial. C'est pour ça que faut être ouvert, Sylvie l'a dit, clairement. Mais c'est pour ça que quand on attaque ce métier, et je suis content d'avoir un rédac chef en face de moi, quand on attaque ce métier, ça me rend dingue. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les gens, à force de nous attaquer, de dire qu'on manipule, qu'on truc, qu'on triche, etc., quoi. On fait des choses merveilleuses. Des choses qui sont difficiles, on passe beaucoup de temps, les jeunes ils vont avoir plus de difficultés que nous parce qu'ils sont moins bien payés que ce que nous on a été payés, etc., dans un univers qui est devenu beaucoup plus où il y a de plus en plus de fusion, de concentration des médias, etc., donc ça va être un peu plus compliqué, mais on en parlera à la fin. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre aujourd'hui ceux qui ne croient pas au journalisme, au reportage, etc., quoi. Effectivement. Moi, je crois que la formation, mais j'imagine que vous allez en parler, mais je pense que la formation, elle y est pour beaucoup aussi. Hein. Enfin, je sais que je pense que on a comment dire ça simplement. Je pense qu'on a essayé à un moment donné. Je pense qu'il y a eu une dérive malgré tout, essentiellement au niveau de la formation. On a essayé de former des jeunes journalistes pour les faire travailler. Pardon s'il y a des gens qui sont fans de chaîne info qui nous écoutent. Et je sais que c'est génial pour les gamins qui sortent des écoles parce que c'est un vivier d'emploi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il y
il y a eu un engouement autour de ces chaînes info et on a, entre guillemets, fabriqué des gamins pour qu'ils aillent travailler sur les chaînes info. Et ça, je pense que ça a apporté énormément de tort à notre métier. Voilà. Parce que on l'a, quelque part, on l'a banalisé et on l'a tiré un peu vers le bas. Encore une fois, c'est hyper formateur, les chaînes info. Hein. C'est pas, je veux pas, et puis je mets pas tout dans le même panier, c'est pas ça. Il y a beaucoup de jeunes, effectivement, qui rentrent dans les chaînes d'infos, les chaînes type Buzz ou autres. Mais effectivement, Sylvie, tu nous disais lors de la préparation de l'émission qu'aujourd'hui, clairement, on est passé de l'hyper-spécialisation à ça, ce que tu dis, des journalistes un peu polyvalents, quoi. Ouais. Mais oui, c'est mieux, c'est moins bien, non? Mieux, moins bien, non. Enfin, je pense qu'il n'y a pas c'est pas aussi tranché que ça, il n'y a pas de jugement. Il y a des avantages et des inconvénients, peut-être. Mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Il y a 30 ans, il fallait être hyper socialisé. Aujourd'hui, il faut être polyvalent. Donc, c'est comme ça, quoi. Mais c'est pas mieux ou moins bien. Mais en revanche, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est inculquer à ces jeunes gens-là, quoi qu'ils fassent en sortant de l'école, c'est leur inculquer les bases du métier. Et ça a été perdu. Moi, je vois, quand je voyais arriver des gamins à TF1 qui sortaient d'école, qui étaient persuadés de savoir tout faire, parce qu'ils savaient faire, parce qu'à l'école, ils avaient appris à faire 3 sujets, et sauf qu'ils oubliaient les bases, c'est-à-dire la rigueur journalistique, la vérification des informations, le fait de recouper leurs sources, le fait d'avoir un carnet d'adresse digne de ce nom, etc., etc. Et ça, c'est dommage. Mais je pense que ça revient. Je pense que finalement, c'est Claude qui disait, je comprends pas que les gens dénigrent ce métier, mais quelque part c'est pas mal parce que je pense que ça a fait réagir aussi le métier. Vous voyez? Peut-être. Théo a l'air d'acquiescer sur le plateau. D'accord, ouais. Faut qu'on nous pousse dans nos retranchements, faut que on nous mette à l'épreuve aussi de cette rigueur, de toujours s'améliorer. Il faut pas être sur du nivellement, toujours une moyenne. Il faut essayer de s'améliorer. Non, mais là où tu as raison, Sylvie, c'est que, et je pense, Guillaume, que tu seras d'accord avec nous, qu'on nous dénigre parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on ne travaille pas assez, parce qu'on n'est pas assez rigoureux d'une certaine manière, parce que on va pas chercher vraiment l'info, parce que manque de temps, ou parce qu'on est paresseux, etc. D'accord. Qu'on nous critique, bien sûr, ouais. D'accord. Mais qu'on nous dise, vous nous manipulez, vous êtes vendu au pouvoir, vous êtes vendu aux syndicats, aux politiques, vous êtes macroniste, vous êtes vaccin, vous êtes pour le pacte, etc. Non. Ça a toujours existé. Ça. Oui, mais c'est ce que je disais, exactement. C'est ce que je disais, moi, quand je travaillais à Var Matin, où c'était Var Putain, Var Mutin, Var... dans les années 80, aujourd'hui, c'est le cas. Oui, donc, moi, on allait faire des manifs de la CGT, on se faisait huer par les CGT qui disaient qu'on était vendus à Balladur ou je sais pas quoi à l'époque, quoi. Et inversement, on se faisait houspiller parce qu'ils disaient oui, mais vous êtes pro-CGT. Enfin, ou les profs, on se faisait jeter par les profs. Exactement, mais ça n'a pas changé. Ouais. Je crois qu'il y a une constante. Et justement, toi qui as travaillé en télé et qui a été rédac chef adjoint du JT de TF1, le 13h, tu as travaillé avec Jean-Pierre Pernaut, ça se passe pareil dans le monde de la télé ? C'est-à-dire pareil, dans quel sens ? En termes d'information, de choix d'infos, etc., ou de critiques qu'on peut avoir autour des sujets traités. En fait, moi quand à TF1, on a une très forte, il y avait de très fortes personnalités à TF1 et les présentateurs des journaux étaient les vrais grands patrons de leurs journaux. D'accord, ça c'est important. Donc Jean-Pierre Pernaut, avec qui tu as travaillé, maîtrisait son journal. Il n'y avait pas tout le monde qui lui mâchait le boulot derrière. C'était vraiment. Non. Et puis c'était vraiment je veux dire, il y avait une espèce de responsabilité de leur part. Alors je dis pas que c'est pareil aujourd'hui, j'en sais rien, mais il y a une vraie philosophie à TF1 qui était là-dessus. C'est-à-dire que le présentateur, il était patron de son journal. Avec les travers que ça peut avoir, parce que quand on est journaliste, on est rigoureux, on est impartial. Il était capable de te dire, ce sujet-là, je vais le traiter, celui-là, je vais pas le traiter. Tu as eu ce genre de discussion avec Jean-Pierre ? Oui, mais jamais sur l'actu. D'accord, ok. Je m'explique, c'est-à-dire que le journal de 13h, c'est 40 minutes, 38 minutes de journal, d'accord ? Donc avec, tout le monde le sait, mais les autres journaux, c'est pareil, le 20h ou le week-end, c'est pareil, il y a toujours une grosse partie un peu plus froide, enfin. Sur l'actu, il y a jamais de discussion. Jamais. Voilà. Après, c'est plus dans la manière de le traiter, c'est plus dans l'angle qu'on va aborder, mais sur le fait qu'il faille traiter. Parce que je veux dire, Jean-Pierre Pernaut, il était ce qu'il était, on l'a beaucoup critiqué aussi à une époque, mais il fut une époque à TF1 où quand il y avait un vrai sujet d'actualité internationale, politique étrangère, c'était lui qui l'a traité. C'était lui qui l'a traité. Quand elle était vraiment incontournable, on le voyait c'était partir à plus l'étranger. facile
de vendre un sujet de politique étrangère à Pernod qu'à Poivre au 20h, Ok. par exemple. Bah Sylvie, si tu es un peu en forme pour rester un petit peu encore avec nous, on va continuer notre tour de table et nos invités, puisque là on va passer du côté de Théo. Après, on va parler un petit peu formation et école de journalisme. On se retrouve dans quelques secondes. Pour passer dans l'émission, laissez-nous vos messages sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Théo, du coup, tu es en école de journalisme. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pourquoi vouloir devenir tout simplement journaliste ? Pourquoi ? Alors c'est une marrant bonne parce question, que oui, on se demande rarement pourquoi quand on est journaliste, on sait souvent comment. Mais je vais quand même. Ah donc dire on te pose la colle. Voilà. Ouais, non, si. J'ai une multitude de raisons qui s'expliquent par des contextes et des rencontres et des choses comme ça. Donc c'est pour ça le comment peut-être revient mieux sur la réflexion. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, j'aime les mots, j'aime critiquer. J'aime rencontrer quelqu'un de nouveau chaque jour. Le contact humain. Le Important. contact humain. J'aime être dans la rigueur, la vérification. Ah bah là, moi, j'ai hâte. J'ai hâte d'aller dans le politique, dans le social, dans l'économie, dans l'environnement, qui est le thème du siècle, qu'on ne peut pas plus passer au-dessus. Je sais pas C'est si bien, toi, ça, la Claude, tu as jeunesse traité pense, l'environnement, mais moi, j'ai cool. plus le choix. Et donc, de diversifier les rencontres que je fais chaque jour, c'est ça. Et être, aller chercher, tirer les ficelles, comme on disait, aller dans les causes d'un phénomène, aller rencontrer des experts. Là, tu nous présentais comme des experts, mais bon, moi, je suis expert de quoi ? J'ai 28 ans. Et justement, on a pris notre panel, tu vois, de toi jusqu'à Claude, Ouais. avec tout le monde sur le plateau. Mais bon, je pense qu'il y a les experts, ils sont finalement très peu nombreux et aller voir un sociologue, aller voir un historien pour épaissir un sujet, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai choisi le journalisme. J'ai découvert, pas le journalisme, mais la radio. À l'âge de 17 ans, quand j'ai eu mon studio à Lille dans mes Très bonne études. idée. Et c'est la radio qui m'a fait prendre le chemin du journalisme, mais pas l'inverse en fait. C'est les voix au quotidien que j'écoutais, Hervé Rizen sur le Move, qui faisait Allô le Monde, qui allait partout dans le monde, qui rencontrait des gens hyper chouettes. Il y avait tout un tas de forces Donc c'est ça qui t'a donné vraiment envie. Ouais. Mais pas que, en fait, des journalistes à l'époque. Je me souviens, Mehdi Aoudi, qui est un grand documentariste sonore, qui a fait des super belles productions. Je me souviens d'émissions qui avaient des thèmes très variés que j'écoutais et je me suis dit, ce monde des sons, ce monde des bruits, ce monde où on peut imaginer tout ce qu'il y a derrière, c'est pour moi. Le récit sonore, c'est pour moi. Et donc, c'est la radio d'abord à laquelle je me suis intéressé. J'ai fait un stage à France Inter, j'ai fait un stage d'observation à France Culture, j'ai posé des questions à une journaliste de France Info, et j'ai essayé de grappiller des infos sur le sujet. Et c'est que plus tard, donc à l'âge de 28 ans, il y a 2 ans en arrière, donc à l'âge de 26 ans, quand j'étais encore au Liban, parce que moi j'ai vécu au Liban, j'ai été donc témoin et acteur de la crise sociale qui s'est passée là-bas. J'ai perdu mon travail et je me suis dit, ok, là, one shot, je mets tout dans cette tentative de devenir ce que je veux vraiment être, journaliste. Et j'ai présenté 2 écoles, Strasbourg et Marseille. J'ai eu Marseille. Donc le JCAM. Le JCAM, l'école de journalisme de Marseille. Et j'ai été sélectionné parmi les 20 qui composent la promo de deuxième année de master de journalisme à le JCAM. Et j'en suis fier et j'ai envie de bouffer la vie. Et avec ce que tu as entendu ce soir avec Claude, il faut le garder lui. Il faut le suivre. C'est bien, ça doit faire plaisir aussi à Sylvie, je pense. Il a commencé Localier. Moi aussi, je veux commencer Localier. Puis je veux aller d'étape en étape. Non, mais je veux dire, j'ai tenté la Marseillaise en stage, j'ai tenté la Piche pour la Provence. J'ai tenté de prendre des photos. Il y a le patron en face. Attention, directeur de rédaction. J'ai fait. Et c'était un sujet sur la souffrance animale. C'était hyper intéressant. Je connaissais même pas ce qu'était un lapin angora. Je peux vous dire, le sujet me l'a appris. Ça a des poils longs. Ça a des poils longs et ça souffre énormément quand on lui arrache la peau alors qu'il est vivant. Et du coup, donc j'ai tenté un magazine plutôt culturel à Paris. J'ai tenté, Et là, je suis en course pour faire un stage à France Inter, à France Culture cet été. Charlie Hebdo m'intéresse énormément. Le Monde diplomatique m'intéresse énormément. Oui, je suis aussi là pour prendre des numéros. Avec Claude qui est à la rédac de Charlie Hebdo aussi. Mais franchement, qu'on me dise vous êtes un vendu, etc. Mais moi,
c'est même pas un écueil, c'est pensez ce que vous voulez, et moi je travaillerai tous les jours au quotidien pour vous prouver que finalement j'ai ma manière d'aller chercher l'information. Alors justement, tu vois, on a aussi beaucoup de gens qui ont dit, c'est des on-dit, hein, des rumeurs peut-être, je ne sais pas, on a beaucoup de réactions qui disaient peut-être qu'il faut être le fils de pour pouvoir être journaliste ou être énormément pistonné. Alors, papa, est-ce que c'est vrai ça papa, Tu peux. Non. Oui, moi Hein Laurie, elle peut Alors répondre, hein. Laurie, pour le coup, ouais, vas-y, Enfin, Laurie. je sais pas, Ouais. sauf si Autant ça te de parler de gêne. mon père. Parce que là, ouais. Non, moi, ça fait à peu près 10 ans que je fais ce métier-là. Et moi, j'ai mon papa qui, c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombée là-dedans, qui est rédacteur en chef dans un journal. Et Tu peux dire lequel, non? Non, j'ai pas envie. Non, voilà, je ne veux pas en faire la promo. Voilà. Et c'est ça qui a fait que je n'ai pas été titularisée. C'est parce que j'avais mon père qui d'accord, faisait donc là, ça a partie. été l'inverse, quoi. Donc c'est bien la preuve que c'est pas parce qu'on est fille d'eux ou Qu'on est fils pistonné. d'eux qu'on est pistonné. Au contraire, ça a été beaucoup Un plus de frein. travail. Ouais, ça a été beaucoup. Enfin, ça a été très compliqué. Trouver sa valeur. En même temps, moi, ça m'a jamais dérangé quand je regarde même mes collègues de travail. Il y a beaucoup, effectivement, de gens qui sont fils de journalistes, qui sont là. Alors, Oui, c'est peut-être ce qui a déclenché leur vocation, tout mais simplement. c'est clairement ça. Moi, Oui. je Moi, j'ai grandi avec ça, c'est-à-dire mais que c'est ça, qu'il y a une telle passion dans les familles de journalistes que ça parle que de ça tout le temps, en fait. Donc, ça me semble plutôt logique. Et heureusement, d'ailleurs, comme les profs ont souvent des gamins qui sont profs, parce que j'imagine qu'ils parlent de ça en boucle à la maison. Les comédiens, les artistes. Donc, heureusement qu'il y a cette C'est ça, transmission. ouais, les chanteurs. mais Ouais. finalement, moi, on m'en demandait peut-être plus que les autres parce que j'étais là, parce qu'on estimait que j'étais là parce que Ouais, il j'étais fallait que tu fasses fille plus de- tes preuves. Alors que j'ai fait des écoles, que j'ai fini dans les meilleurs dans mes promotions. Enfin, et finalement, c'est quelque chose qui m'aura toujours handicapée quand j'étais dans... Mais voilà, c'est encore une fois, je vais faire pas le dinosaure, mais le brontosaure. Non, mais tu es là, on va tu passer. représentes le... Je me rappelle quand je suis rentré à Var-Matin, je venais de finir, j'avais pas fait d'école journalistique parce qu'il n'y avait pas d'école journalistique. Il y avait Lille, Strasbourg et Paris, le CFJ, et il n'y en avait pas. Il n'y avait pas Marseille, il n'y avait pas Nice, enfin, il n'y avait rien. Donc c'était un désert journalistique. Donc moi, j'avais fait Sciences Po et j'avais fait un peu Sciences Éco. Donc j'étais doublement licencié. Mais, et ça va te faire rire, Guilhem, quand j'ai fait un stage à Var-Matin, j'ai postulé, je connaissais personne, et le rédac chef m'a reçu, Charles Galfrey, et il me dit je sais ce que vous pensez. Je lui dis comment vous pouvez penser ce que je pense? Il me dit moi je vous ai pris parce que vous avez fait Sciences Po, que vous êtes étudiant, que vous avez un bon parcours, j'avais bricolé, j'avais fait des piges à droite à gauche, j'en ai marre qu'on dise que pour entrer au Provençal à Var-Matin, il faut être socialiste, corse et force ouvrière. D'accord. C'était il y a 40 ans. Et donc, si tu veux, déjà, et ce qui n'était pas totalement faux, c'est-à-dire que quand tu voulais rentrer au Provençal, à la Marseillaise, Méridionale, à Nice Matin, à Var Matin, comme il n'y avait pas d'école de journalisme, que les journalistes ne faisaient même pas d'études. Ils ne faisaient pas d'études. La plupart de mes confrères aujourd'hui, qui sont des anciennes Var Matin, de Nice Matin, de la Provence, ils étaient disquaires. Ils vendent, mais je vous jure, c'est vrai, ils vendaient des fruits et légumes sur le cours Lafayette à Toulon. Et je précise que l'école de journalisme de Marseille, c'est 86. Voilà. Oui. Et l'école du Pharo à l'époque. Ouais. Voilà, qui était l'école du Pharo. Et donc, il y avait pas, et donc les gens, c'était un peu, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, est-ce que vous savez écrire? Oui, je sais écrire, faites-moi de papier, bon voilà, etc. Et les mecs, ils rentraient comme ça. Et donc, c'est facile. Ou alors, c'est vrai qu'il y avait des passages obligés. Moi, je me rappelle, j'ai rencontré une fois Gaston Defferre suite à une grève qu'on a faite à Var-Matin en 81. Il était à la fois patron de ministre de l'Intérieur, maire de Marseille. Il nous a convoqués. Moi, j'étais rentré à la CFDT parce qu'il y avait un mec qui m'avait dit il faut que tu rentres à la CFDT pour te protéger, etc. Parce que tout le monde était syndiqué dans le journal. Il y avait 80 journalistes, il y avait 70 syndiqués, ce que je n'ai jamais vu par ailleurs. Bon, une époque que nous n'avons pas connu, peut-être juste Sylvie et toi, sur ce plateau. Et donc, Gaston Defferre nous a terrorisés en me disant votre grève va s'arrêter immédiatement, etc. Il a dit comme ça. Bon, mais je savais que derrière il y avait des journalistes qui étaient syndiqués FO, il y avait des Corses, il y avait des résistants, c'était un mélange de tout. Mais tout ça, c'est fini. Quand les écoles de journalisme sont arrivées, quand les écoles de journalisme sont arrivées en 86 ici, bon voilà, il fallait obligatoirement faire une école de journalisme pour réussir, etc. Après, il faut être bon, voilà. Comment, Théo, ça se déroule, toi, ton apprentissage? Comment on apprend à devenir journaliste? Alors, tu as donc l'école de Marseille propose une formation de master. Hein. Moi, j'avais fait une licence avant. D'ailleurs, je vais préciser laquelle. J'ai fait droit éco-gestion à Lille. Et donc, première année généraliste, où tu as des blocs de matière. Tu as histoire de la presse, histoire de la télé, sociologie du journalisme,
voilà, des blocs de matière comme ça qui sont plutôt théoriques, et tu as un bloc très pratique où en fait on t'envoie un reportage. Donc c'est souvent le lundi et le mardi, 2 jours sur 5. Tu arrives à 8h ou 9h pour une conf de rédac. On dit ok, c'est quoi l'actu? On ouvre la Provence, on ouvre la Marseillaise, on ouvre les journaux, on regarde effectivement les Google Actu, hein, on n'y échappe pas, les référentiels, tu tapes Marseille dans Google Actu, tu vois toutes les infos locales, et voilà, on en discute et on se dit ça c'est concernant, ça plaît aux gens, ça les touche au quotidien, et on se répartit les sujets. Donc faut pas penser que si tu proposes un sujet, tu le traites toi-même, c'est un peu le piège. On se dit ouais, moi par exemple moi j'adore les artistes, je me dis je vais aller sur le sujet culture, mais en fait il faut vraiment éviter de faire ça pour se faire ses armes dans tous les domaines. Et voilà, donc ça c'est la première année, et en deuxième année tu as une spécialisation. Donc à l'EJCAM c'est soit télé soit radio. L'école est très connue pour fabriquer des très bons éléments qui par la suite deviennent des journalistes radio, tout à fait compétents et tout. Et donc, moi, j'ai choisi radio. Parce que radio, c'est mon premier amour, et j'ai envie de bosser pour le service public. Claude me disait, t'es une rareté, normalement, c'est plutôt Europe 1, c'est plutôt machin, c'est plutôt... Voilà. Mais en fait, non. Europe 1 a énormément de mal à engager. Ouais, en ce moment, surtout. CNews a énormément de mal à engager. Voilà. Parce qu'en fait, l'opinion, elle a pris tellement de place qu'on ne sait même plus dans quelle maison on rentre, quoi. Quelle couleur politique il faut montrer, voilà. Et le service public, c'est quoi? C'est diversité, c'est donc diversité des profils, des sujets, etc. C'est rigueur, c'est des services qui communiquent entre eux. Quand on a besoin d'avoir une expertise sur l'environnement, on va voir le service environnement. C'est un gros paquebot. Et en fait, voilà, c'est aussi une école de la méritocratie aussi. Il faut se dire ça. Moi, pourquoi je choisis le service public, c'est parce que quand tu travailles beaucoup, tu progresses vite. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de faire mes preuves, pas vite, je suis pas pressé, mais j'ai envie que mon travail fasse partie d'une mécanique générale, de quelque chose qui tourne, qui a plusieurs rouages, me sentir complémentaire d'autres éléments dans une rédaction, et c'est ça que je vise. Et le JCAM, vraiment, Sylvie parlait d'un complexe de supériorité parisienne. Maintenant, elle bosse à l'IEJ. Il y a une différence d'ailleurs, Sylvie, rapidement, avec l'IEJ par rapport à ce que vient de dire Théo. D'un point de vue pédagogique. Oui, pour savoir. Alors, il y a une différence, il y a une différence fondamentale qui est que à l'EJCAM, effectivement, Théo vient de le dire, c'est du master, c'est niveau master. On est dans c'est une école reconnue, c'est ça, voilà. Alors que l'IEJ, c'est pas le cas. Alors l'IEJ n'est pas reconnue par la profession, effectivement, et surtout nous, on sélectionne les étudiants à la sortie du bac, post-bac. D'accord. Ok. Voilà. Donc la grosse différence, elle est là parce qu'effectivement, c'est pas du tout le même type d'étudiants qu'on retrouve dans ces deux écoles en fait. Parce qu'en post-bac, il n'y a pas la même maturité, il n'y a pas la même, voilà. Donc c'est pas, et du coup la pédagogie, elle est sur 3 ans parce que effectivement, il faut leur apporter plus de choses et les voir grandir et les voir maturer justement sur ces 3 ans. Alors que quand on arrive effectivement, comme Théo au niveau master, déjà moi à l'époque c'était un bac +2, donc voilà, effectivement la maturité elle n'est pas la même, et on a eu le temps de réfléchir exactement à ce qu'on voulait faire. Enfin voilà, il y a moins d'erreurs, il y a moins de tout ça. Si je peux juste dire un mot, sur le reconnu ou pas reconnu par la profession. Donc moi j'ai fait une école reconnue par la profession, puisque j'ai fait donc le JCAM qui s'appelait pas du tout comme ça, mais c'était quand elle était au Pharo. Donc ça c'était pareil, c'était juste le pied total d'avoir une école qui était comme ça dans le palais du Pharo. Alors ça c'était juste extraordinaire. Oui, il y a pire, il y a pire, Et moi, j'en suis pas mal revenue de l'histoire des reconnus et pas reconnus par la profession. Alors, je sais que je vais pas me faire que des amis, mais juste, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, ma carte de presse, j'ai pleuré le jour où j'ai reçu ma carte de presse. Donc, je veux dire, c'est quelque chose de très très fort quand on est journaliste et qu'on reçoit sa carte de presse, une espèce de validation de tous ses rêves, de sa passion, de tout ce qu'on veut. Et puis, quand j'ai quitté France 5, pour me lancer dans le documentaire, je me suis retrouvée confrontée à une commission de la carte qui, en fait, quand on travaille pour des boîtes de prod, qui sont pas forcément des organismes de presse, au bout d'un moment, on n'a plus de carte de presse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai de très très bons amis qui sont les meilleurs, font partie des meilleurs journalistes d'investigation de France et d'Europe, qui n'ont pas de carte de presse.
Parce que quand on travaille pour faire du documentaire ou de l'investigation et qu'on bosse pour des boîtes de prod et donc pas pour des organismes dits de presse, eh bien la commission de la carte ne vous reconnaît pas comme des journalistes. Et ça, je trouve ça, alors pardon, c'est mon petit coup de gueule de la soirée, je suis peut-être à côté, mais je trouve ça totalement anormal. Je trouve ça totalement anormal parce que pour moi, même s'il n'y a pas de niveau ou de façon de faire son métier qui soit meilleure qu'une autre, je pense qu'à la fois le documentaire et encore plus l'investigation, c'est la base, c'est le cœur, c'est le fondement de notre métier. Et que des journalistes qui prennent ce risque-là, qui se lancent dans l'investigation, n'aient pas de carte de presse pour une sombre histoire d'organismes de presse ou de boîtes je trouve ça absolument anormal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que le côté reconnu par la profession ou pas reconnu par la profession, moi j'en suis revenue, quoi. Voilà. Merci Sylvie pour ce coup de gueule. Oui, Claude ? Non, mais moi, j'ai conservé ma carte de presse parce que j'ai des feuilles de paye de Charlie Hebdo et de Marianne pour lesquelles je travaille. Mais je continue de faire des documentaires. J'en fais environ 2 par an. Si je ne faisais comme toi, exactement comme toi, Sylvie, j'aurais plus de carte de presse. Mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'était le coup de gueule des journalistes professionnels ce soir. C'est pas normal. On se retrouve dans quelques secondes sur vos radios. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Laurie, donc toi, tu es jeune journaliste indépendante dans le sud de la France. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours, Oula, oui, jeune journaliste indépendant. En fait, j'étais... Mais si jeune, Laurie. Jeune. Ouais. J'ai fait une école privée à Nice, qui était reconnue donc par l'État, mais pas par la profession. J'ai travaillé pendant plusieurs mois pour Nice Matin, donc j'étais dans les Alpes-Maritimes, au service culture. Et après, j'ai décidé de faire une spécialisation dans la presse écrite, mais web. Donc j'ai fait le SJ Lille Pro, donc qui est en fait l'équivalent d'une maîtrise professionnelle Master 2 pendant 2 ans. Et donc après, j'ai travaillé presque 8 ans à Var Matin, Nice Matin. Et j'ai arrêté et après j'ai fait quelques mois à la Provence et j'ai fait une pause et pour moi et parce que je me demandais aussi, ça a été compliqué, j'ai vécu à peu près tous les attentats possibles et imaginables pendant mes presque 10 ans de début de carrière. J'ai commencé mon premier jour à Nice Matin au service web avec les attentats de Bruxelles. Donc, et puis on les a enchaînés comme ça. Ouais. Donc on a fait Nice, après on avait fait Paris, on a tout fait. Donc ça a été une super période. Ouais, ça a été un peu compliqué. En fait, quand j'ai arrêté du coup la Provence, j'hésitais à me réorienter. J'avais une spécialisation que j'ai toujours d'ailleurs dans le service police-justice. Donc c'est pareil, c'est pas le service moi c'est un service qui me passionne, mais c'est pas le service le plus joyeux dans la presse. Et finalement, j'en reviens parce que je me dis que c'est un métier que j'aime profondément et j'ai pas envie d'arrêter. Mais c'est vrai que j'ai eu une pause. En fait, j'ai fait quelques mois de pause. Alors justement, est-ce que c'est pas parce que les conditions du métier sont peut-être plus les mêmes qu'il y a 30 ans, souvent aussi précaires. On entend un petit peu dans ton parcours, t'es passé un petit peu à droite et à gauche. Est-ce vraiment le métier que tu voudrais faire finalement à long terme ? Tu t'es dit que tu t'es posé beaucoup de questions. Oui, non, c'est un métier que j'aime, que je veux faire. Alors, ça m'a permis aussi de me poser des questions. Malgré les difficultés actuelles, c'est peut-être pas aussi simple qu'à l'époque de Claude, où Claude me disait, quand on prépare à l'émission, mais je pense que à l'époque, c'était le CDI assuré, c'était d'entrée de jeu, c'était des... Ah oui, alors aujourd'hui, le CDI, c'est un saint Graal. Voilà, c'est-à-dire que c'est en moyenne 10 ans dans la profession à avant l'époque, d'avoir... Claude, quand tu as démarré, c'était CDI direct, donc c'est mais plus c'était du tout pas pareil, la même période, et c'est-à-dire que nous, il faut qu'on soit diplômé d'État. Et ça te rebute pas pardon. Ça te rebute non, pas mais il y a je sais plus combien vous avez dit, presque 30 écoles, pas 30 écoles ouais, une trentaine d'écoles de journalistes. Mais ça veut dire 14 du coup 30 promotions de journalistes qui sortent chaque année aussi. C'est pas énorme. Dans une profession où il y a de plus en plus de pigistes, de moins en moins de places en contrat qui dure, je parle même pas de titularisation. Vous pouvez expliquer pigiste rapidement du coup pour les auditeurs. La pige, c'est un contrat à l'article en fait, ou au reportage vidéo, où ça dépend, mais c'est pas... C'est une de rémunération quoi. Ouais, c'est une de rémunération. Voilà, c'est T'es payé pour un article, quelque chose que tu produis, une pige quoi. Oui, alors c'est un choix de vie. Moi j'ai un enfant, donc c'est vrai que la pige... Oui, mais non, parce que y a une stabilité qu'on n'a pas forcément, et avec un enfant, je me le permettrais pas forcément. Je l'aurais peut-être fait avant, mais c'est vrai que il faut pas se dire on sort de l'école, on va avoir un contrat tout de suite, ça va être super, on va aller où on veut. C'est pas la réalité. C'est un métier compliqué, mais bon, quand on l'aime, on reste quand même.
Et quels sont les avantages et les inconvénients du coup d'être indépendant ? Les avantages, c'est que tu peux travailler pour qui tu veux, puisque t'as pas entre guillemets d'étiquette. On parlait tout à l'heure de certains médias qui sont plus orientés, je prends l'humanité parce que tout à l'heure Claude parlait de l'humanité. Là, tu peux bosser autant pour Valeurs Actuelles que pour l'humanité. Bon, l'écart est particulier, mais quoique. Mais je connaissais un journaliste communiste de Marseille qui travaillait qui était communiste, qui travaillait pour Valeurs Actuelles. Donc tout paraît de. Voilà, ça rapporte un peu de sous à un moment donné. L'indépendant te permet de travailler pour tous les médias possibles et imaginables, sous tous les formats et un peu comme tu veux. C'est-à-dire que tu organises complètement ta vie. Tandis qu'un contrat, autre contrat, quand t'es pas indépendant. Mais c'est pas dur quand même d'être indépendant, d'aller chercher. Moi, ce que je vous disais, ça c'est très récent. Hein. J'ai quitté il y a même pas quelques mois. Enfin, c'est vraiment. Donc bon, tu te lances. Oui, on va voir, mais tu vas revenir, Laurie. Oh là, le directeur des rédacs te retend la perche en direct. Là, c'est trop tard. Mais c'est vrai que c'est un choix. C'est vraiment un choix de vie personnel parce que quand on est indépendant, on sait que c'est pas tous les matins, on va pas se lever en se disant je vais aller à tel endroit et quoi qu'il arrive, je vais travailler. Il faut aller chercher, donc c'est différent. Ouais. Ça, c'est le fond des journalistes. Faut aller chercher, creuser. Sur cette question de précarité. Elle a toujours été quand même liée à cette profession parce que je pense qu'aucun journaliste a fini milliardaire en exerçant la jolie profession de journaliste, sans doute en faisant d'autres choses à côté, mais en tout cas souvent, pas d'ailleurs, les meilleurs journalistes, on connaît même pas leur nom, on voit leur production, leur reportage et autres, et on dit. Et le journaliste a par essence toujours dépensé ce qu'il gagnait pour payer des coups à boire, pour avoir des infos, donc c'est pas un métier pour entretenir ses sources où on finit milliardaire quoi qu'il arrive. Et il y a une précarité liée à cette liberté. Moi, le nombre de journalistes jeunes ou plus anciens qui claquent la porte d'un média parce qu'ils estiment qu'ils sont pas dans la ligne éditoriale du média, parce qu'ils estiment qu'on n'accepte pas ce qu'ils ont envie de proposer, le journaliste claque la porte quand il en a envie, en fait. Donc la précarité a toujours existé. Moi, j'ai des histoires de journalistes du Provençal, de mecs qui, parce qu'on leur a échangé un titre, les mecs ont pris leur veste, sont partis, sont jamais revenus. Tous ces CDI on qu'ils sait avaient. pas où ils sont allés d'ailleurs, parce que mais il y a eu quand même, il y a ce fondement-là, en fait, qui fait que dès le départ, c'est pas la préoccupation principale. Parce que la ligne éditoriale, c'est hyper important. Justement, Guillaume, donc tu es directeur de rédaction du journal La Provence, donc le siège est à Marseille, clairement. Là, tu nous as dévoilé un petit peu ton métier. En quoi ça consiste plus précisément, d'ailleurs, d'être directeur de rédaction? Quel est ton rôle un peu dans l'écriture, la publication du journal? Oula. En quelques mots. Il nous reste 20 minutes sur l'émission. Après, il y a Claude encore qui va passer. On lui a pas laissé beaucoup de temps. Moi, c'est un rôle qui est multiple. Il faut pas avoir une rédaction, un directeur de la rédaction, même le mot, moi, m'amuse c'est parfois. Quoi, concrètement? Parce qu'on se dit directeur, il y a un statut hiérarchique qui impose des choses. Une rédac, c'est tout sauf un endroit où, en fait, c'est important. Il n'y a pas de hiérarchie pyramidale. Il n'y a pas de hiérarchie pyramidale. En tout cas, clairement, moi, c'est pas ma vision de la question. Il y a eu, moi, j'ai des souvenirs de mecs qui pensaient que, parce qu'ils avaient un grand bureau et une assistante comme on voit côté, dans les vieux films des années 70-80. Il y a un peu cette image-là. Le mec qui était dans les bureaux. C'est tout sauf ça. Moi, je me vois plus comme qui jette l'article. coordinateur de gens qui bossent, qui chacun dans leur domaine, sur leur territoire, parce qu'on a des agences réparties un peu partout, rapportent des choses. Et oui, au bout d'un moment, il faut les synchroniser. Oui, parfois, il y a des choix à prendre parce qu'on n'est pas d'accord sur un angle ou sur une façon d'aborder les choses ou sur l'espace que ça peut donner. Tu tranches quand même à un moment donné. Il faut trancher, mais en tout cas, c'est tout sauf directeur dans le sens toi, été un bon élève, toi, t'as été un mauvais élève, toi, t'es puni. Donc, je me vois plus comme un coordinateur, facilitateur au quotidien de choses, de support logistique, technique, voilà, et de conseils, moi aussi, je pense, au bout d'un moment, avec les plus jeunes dans la rédac, où je me régale parce qu'on voit bien qu'ils ont envie d'apprendre pour la plupart qui sont là, et que oui, c'est l'occasion de discuter. Moi, je passe mes journées, je suis payé pour discuter avec des gens, pour savoir ce qu'ils ont vu en reportage, comment ça s'était passé, comment ils voient les choses. Tu cours partout aussi, tu es quelqu'un de très bouquet. Je suis payé, moi, pour discuter avec des gens, les entendre, leur dire non, là, je pense pas, ou oui, je pense que. On en parle à plusieurs, donc il n'y a pas plus beau métier. Il faut, dans ton cadre, il faut hiérarchiser l'information. Oui, clairement. C'est aussi capital, c'est trier, hiérarchiser, écouter, voir ce qui va passer, ne pas passer, ce qu'on va mettre au frigo, si ça peut attendre, etc. Surtout en période de guerre, de Covid, d'élection présidentielle, etc. Le rôle de... Les rédac chefs aujourd'hui, c'est vrai, moi j'ai connu des mecs dans leur bureau, on tremblait tous devant eux, etc. Mais aujourd'hui c'est fini, le journalisme est participatif, tout le monde échange, tout le monde parle, tout le monde discute, tout le monde s'engueule.
on est souvent assez peu d'accord, etc. Mais voilà, c'est le lot quotidien du... Mais tant mieux, j'allais dire. Ben oui, Moi, une conf de rédac où ça finit pas en différents d'idées, le débat d'idées, moi, toute sa place, quoi. Une conf de rédac où tout le monde serait d'accord, mais ça serait chiant à mourir. Et surtout, ça perdrait de l'intérêt journalistique. Moi, je suis ravi. Je suis ravi, moi, quand le matin, on me dit non, écoute, ce sujet, il est nul. Il y a quelqu'un qui dit mais pas du tout, et il y a un débat qui se crée en disant mais alors est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, est-ce que le lecteur va y trouver un intérêt, et donc voilà, moi le débat d'idées, l'engueulade dans une rédac, c'est un peu inhérent, comme l'apéro, l'engueulade fait partie de la vie d'une rédac, quoi. Nous l'avons dit en introduction de l'émission, les Français font plus confiance aux journaux locaux que nationaux. Comment faites-vous à la Provence pour hiérarchiser l'importance des informations et pour vous démarquer du coup des grands journaux nationaux? Alors ça, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme pour les plus jeunes. Alors il y a plusieurs règles. Il y a ce qu'on appelle les ressorts de l'info. Se dire, bon, quand on écrit dans un journal local, qu'on soit La Provence, Var Matin, Midi Libre, on s'adresse à des lecteurs qui a priori viennent nous lire parce qu'on va leur parler de choses qui les touchent. Et les choses qui les touchent, il y a plusieurs critères. Il y a ce qui se passe pas loin de chez eux. Un mort à Bandol intéressera plus, c'est la fameuse loi du mort kilomètre, qu'un mort dans un autre pays très loin dans le monde. Il y a la proximité affective. On peut se dire qu'une thématique précise, moi je suis à Marseille, à la Provence, on se doute que la thématique de l'Olympique de Marseille, de l'OM, peut avoir un intérêt plus particulier pour nos lecteurs que ce que peut avoir le PSG. Même si le PSG, par extension et par opposition, présente aussi, lui, un intérêt. Attention, là, ça va être chaud. Donc, il y a cette question de proximité locale, de proximité affective, et moi, c'est plutôt sur ça là que je mise. On le voit bien quand on parle de la question de la guerre en Ukraine, sujet d'actualité. Il se passe des choses en Ukraine. Nos lecteurs, a priori à la Provence, attendent qu'on leur explique pourquoi la Russie a décidé d'aller envoyer des bombes. La question, c'est pourquoi plus la Provence, tu vois, que lire un grand quotidien national. Oui, parce qu'il y a ce prisme permanent des ressorts locaux de valeur affective avec la façon dont on va le traiter. Je vais vous raconter une anecdote à propos de l'Ukraine. Juste avant de venir, j'ai un ami qui s'appelle Boris Cyrulnik, de 35 ans, qui est un immense éthologue, qui est passionnant, psychiatre, etc. Je le connais vraiment très très bien, vraiment. Tout à l'heure, je vous conseille vraiment de le regarder en replay. Il était sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Et Anne-Elisabeth Lemoine lui pose la question, elle lui dit, parce qu'il venait de sortir un livre sur ses origines, il lui dit, vous êtes à la fois polonais et ukrainien. Et Boris Cyrulnik a fondu en larmes. C'est-à-dire que d'un coup, il a été pris par une émotion. C'était il y a... à 19h, 19h10, 19h15, etc. Bon, je le connais très bien. Ce type qui a passé sa vie à parler de résilience, de gens qui doivent remonter le Coran, qui ont besoin de tuteurs, etc. D'un coup, il a parlé de ses origines ukrainiennes, polonaises, et donc il était concerné par ce qui se passe, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que aujourd'hui, Var Matin doit fatalement aller voir Boris Cyrulnik, parce que c'est à la fois un immense psychiatre, et qu'en même temps, il est sénois. C'est-à-dire qu'on fait 10 km, on va l'interviewer. Il est du côté de Tamaris. Oui, il est à Tamaris. De la même manière qu'il y a probablement des Ukrainiens, des Polonais qui sont installés à Marseille, dans les quartiers nord, ou à la Belle de Mai, ou à la Pointe-Rouge, etc., qu'il faut les retrouver. Donc voilà, la hiérarchie, elle se fait comme ça. C'est-à-dire qu'à travers des événements géants, on va aller par le petit bout de la lorgnette, on va aller chercher des gens qui vont raconter leur Pologne à eux, leur Ukraine à eux. Alors là, c'était Boris Cyrulnik, mais ça peut être votre voisin, ça peut être votre cousine. On découvre des choses qui sont absolument extraordinaires en permanence. C'est ça qui est formidable. Claude, vous êtes un véritable passionné du journalisme, c'est ce qu'on voit depuis le début. Comment, en journaliste à la base à Var Matin, journal local, on se retrouve à faire des grands reportages pour France Télévisions ? C'est clair. C'est une bonne question, ça, Claude. C'est une excellente question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme je disais, quand mon patron, en 96, m'a dit... Les lecteurs de Var Matin sont aussi des lecteurs du Front National et vice-versa. Je dis, oula, là, il faut que tu plies les gaules. Et j'ai été mis au placard. Non seulement j'ai été mis au placard, mais j'ai dit, bon, voilà, c'est fini. Si c'est souvent, on dit c'est un mal pour un bien, la preuve. Oui, c'est exactement ça. Après, après, j'ai été muté à Nice Matin. Je suis arrivé à Nice Matin. J'étais super bien payé. J'étais en CDI.
Je gagnais un fric pas possible. Mais c'est vrai, une autre époque. voilà, une autre époque. Moi, j'avais un bureau, j'étais chef d'un service reportage fantoche, il n'y avait pas de reporter. J'avais un bureau qui faisait 40 mètres carrés, j'avais 2 ordi dont je ne savais pas me servir parce que c'était des Macs, j'avais jamais travaillé sur des Macs. Enfin, c'était délirant, quoi. Ouais. Et puis, au bout d'une semaine, je ne faisais rien. Moi, je tournais en rond, et puis je suis allé voir Comboul, qui était le PD du journal, et je lui dis, monsieur Comboul, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, vous ne ferez plus la politique, vous ne ferez plus le palais de justice, vous ne ferez plus les faits divers, vous ne ferez plus la locale, vous ne ferez plus le sport. Je dis, il me dit, vous ne ferez rien. Je dis, c'est pas possible. Je devais payer. Alors, vu ton tempérament, je pense qu'on a compris. Tu t'es cassé du journal. Je vais être l'équivalent de payer 6 000 €, quoi. Et je dis, à l'époque. Je dis, mais c'est pas possible. Il me dit, on va trouver une solution, etc. Bon, et donc, ils m'ont foutu au Palais des Festivals à Cannes. J'étais chargé du Palais des Festivals. Qui, a priori, faire le festival du cinéma, c'était passionnant. Je dis, je suis pas fait pour ça. Je l'avais déjà fait avant matin. Je dis, OK, je me casse. Bon. Je me suis aussi cassé parce que, mais pour être sincère, vous le connaîtrez, on l'a tous connu dans notre carrière. Vous le connaîtrez, vous êtes. Moi, j'avais sur le dos, j'avais le Front National qui voulait ma peau, j'avais les voyous qui voulaient ma peau, j'avais une partie des juges du Palais de Justice de Toulon qui voulaient ma peau, parce que j'avais traité l'affaire Yann Pierre en disant qu'elle avait été assassinée pour des raisons politiques, que les juges ne voulaient pas approuver, etc. Enfin, j'avais tout le monde sur le dos. J'ai été placé sous protection en policière en septembre 1998. J'ai été mis en garde à vue pour violation de secret d'instruction, recel de violation de secret d'instruction, parce que j'ai fait mon métier d'enquête à la fois pour Var Matin et pour des journaux dont j'étais le correspondant. À l'époque, c'était le Canard enchaîné et VSD. Et là, j'ai dit, en sortant de garde à vue, basta, j'arrête, je ne veux plus travailler dans ce département, entre les fachos, les fous, les voyous, les assassins. Et c'est là où tu es monté sur Paris. Et là, je suis parti à Paris et je me suis dit... J'ai négocié mon départ parce qu'il y avait ce qu'on appelle, on a chez les journalistes, il faut que vous le sachiez les jeunes, on a ce qu'on appelle la clause de conscience. C'est-à-dire que quand vous êtes racheté, votre journal est racheté par un autre propriétaire, vous pouvez faire jouer la clause de conscience et partir avec une indemnité de licenciement, ce qui est convenu par la loi. Donc je suis parti avec beaucoup de fric. Ils voulaient tellement se débarrasser de moi qu'ils m'ont dit combien vous voulez. Je dis ça, ils me disent non, on peut vous donner plus. Et donc je suis parti avec plus que ce qui était prévu. Alors, tu es un bon négociateur. Ouais. Alors après Claude, grosse expérience, tu as aussi travaillé pendant plusieurs années avec le regretté Benoît Duquesne, qui nous a quittés brutalement, on s'en rappelle, en 2014, dans l'émission Complément d'enquête que tu as démarré en 2001 avec lui d'ailleurs. Comment ça s'est passé du coup? Pourquoi cette émission? Parce que le hasard, je sortais de chez Capa, je rencontrais Élise Lucet, qui était à l'époque rédactrice en chef de Pièces à conviction, qui venait de me confier une enquête interdite sur Charles Pasqua, c'est-à-dire révélé au grand public qui était vraiment Charles Pasqua. Donc tu as fait bosser pour elle. Et alors je sors du bureau d'Élise Lucet, qui m'en a un peu voulu, et je rencontre une journaliste de Capa qui avait quitté Capa et qui était rentrée à Complément d'enquête, qui venait juste de se créer après le 11 septembre. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? J'étais à France Télé, je dis, je viens de voir Élise. Je me dis, mais non, laisse tomber, Pièces à conviction, c'est France 3, ils ont pas de rond, viens travailler avec nous. Je dis, t'es gentil, travaillez où? Elle me dit, Complément d'enquête, on vient de créer un magazine, il y a que des jeunes, toi t'es déjà un vieux con aguerri, t'as de l'expérience, viens bosser avec nous. Et donc, 2 jours après, je vais dans le bureau, je rencontre Benoît Duquesne, qui n'était pas du tout au courant que je devais le rencontrer, et je vous jure que c'est vrai. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ma collègue, Frédéric Lantieri, qui a présenté Faites entrer l'accusé pendant des années, m'a dit que vous cherchiez des journalistes. Il me dit, bon, t'as fait quoi? Donc, j'ai déroulé mon parcours, Capa, un peu envoyé spécial, un peu Canal+, beaucoup Var Matin, les voyous, les fachos, etc. Il me dit, OK, je téléphone à Olivier Mazerolle. Mais un quart d'heure après, il téléphone à Olivier Mazerolle, qui était le patron de la rédac de France 2, et qui en même temps... qui est passé chez nous après, qui est passé à la Provence. Et le mec, il me dit, tu me l'envoies au 5e étage. Donc, je vais au 5e étage, je me retrouve face à Arlette Chabot et Mazerolle, et qui me disent, tu nous plais, combien tu veux? Je dis, oh putain. Mais vraiment, et là, go, c'est parti. Mais voilà. Et donc, il me dit, écoute, ça nous intéresse, redescends. Donc, je redescends voir Duquesne, il me dit, ça s'est passé comment? Je dis, ils m'ont demandé. Ça motive, Théo, tout ça. Voilà. Et puis, Benoît Duquesne me dit, OK, tu commences la semaine prochaine. Et le premier reportage que j'ai fait, c'était sur le rapport police-justice à Marseille, avec les voyous, les crapules, les assassins, etc. Et j'ai démarré comme ça. Et donc, tu as bossé pendant plusieurs années. Et je tiens à le dire à Laurie, et à Théo et à tous ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai eu une chance. Un journaliste, et je crois que tu peux le confirmer. Mon premier rédac-chef s'appelait Charles Galfrey à Var Matin il y a très longtemps. Il m'a dit, un bon journaliste, c'est un journaliste qui marche avec ses pieds. Et là, je l'ai regardé, je dis, putain, mais qu'est-ce qu'il veut dire, quoi? Et en fait, c'est à l'époque des localiers, ça veut dire qu'un bon journaliste, c'est un mec qui marchait tout le temps.
tout le temps, qui s'arrêtait jamais, qui regardait à droite, à gauche. Et j'ai compris ça, mais longtemps après. Et quand je dis ça à des gamins aujourd'hui dans les écoles de journalistes, je dis, bon, journaliste, c'est un journaliste qui travaille avec ses pieds, les mecs qui comprennent pas. Et j'ai compris qu'en fait, dans ce métier, et vous devez le savoir, il faut avoir des tuteurs. Moi, j'ai eu un chef d'agence à Toulon, Claude des Beck, mentors, qui était même, génial. carrément. Des mentors. J'ai eu un Charles Galfrey qui était génial. J'ai eu un Hervé Chabalier chez Capa, qui est une immense agence de presse, qui est un immense journaliste. J'ai eu Benoît Duquesne. Et Benoît Duquesne, pendant 8 ans, je vous jure que c'est vrai. J'étais à France 2. On travaillait comme des malades. On faisait la Je me rappelle de cette la époque, le politique. reportage de fou. Ouais. Non, mais maintenant, c'est aussi bien. Ah oui, que c'est ce aussi l'était. bien. Hein. C'est génial. Envoyé spécial, complément, c'est vraiment très, très fort. C'est une très belle émission. J'aime bien les Benoît fauteuils. Duquesne. On faisait une émission avant, c'était le lundi soir. Le mardi matin, on arrivait, on serrait les genoux en disant putain, on va avoir les chiffres d'audience. On cartonnait en audience, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas 50 chaînes de télé. À l'époque, non. Si jamais on avait une bonne audience, ils nous disaient les gars, c'est bon, on va déjeuner ensemble, on allait déjeuner. Et 3 heures après, là, on recommençait à travailler. Mais le mec, il nous disait bossez, allez chercher des idées, soyez différents des autres, ne faites pas ce que les autres font, etc. Il nous filait, je suis désolé, je vais être un peu vulgaire, je n'ai jamais, et pourtant j'avais 50 berges, hein, je n'ai jamais autant reçu de coups de pied au cul. Quand il rentrait dans la salle de montage, on venait d'arriver de Chine. Moi, j'avais fait un reportage sur la peine de mort au Texas. Je sais pas si tu t'imagines, tu vois. 10 jours passés au Texas, aller voir des fachos qui allaient tuer des gens en leur filant de façon létale pour les exécuter, etc. Donc, on faisait des choses qui étaient géniales. Et quand il rentrait dans la salle de montage, on entendait la porte s'ouvrir, on entendait le pas derrière nous, on se disait, putain, il va nous pourrir, quoi. Bon, voilà. Alors, c'est quoi votre merde? Ouais, donc du coup, ça t'a vraiment boosté, c'était des années énormes. Pousser. Et après, j'ai rencontré d'autres producteurs, j'ai fait de la fiction, ils m'ont dit, vas-y, t'as le potentiel, va bosser. Sauf que, et je tiens à vous le dire, il faut être toujours pareil, rigoureux, machin, mais il faut bosser, il faut bouger. Si tu te dis... C'est un métier, on l'a dit, de passion et de boulot, ouais, clairement. Mais je vais te dire la différence. Moi, souvent, je téléphone aux copains de Var Matin, encore, 19h, il n'y a plus de dégâts, comme on dit, il n'y a plus personne. Ouais. Putain, moi, souvent, je disais, le métier commence 18h, 18h30, parce que tu as moins de téléphone, que tu es moins pris par ceci, cela, c'est là que tu peux aller voir alimenter tes réseaux, etc. C'est pas le journalisme ne fonctionne pas avec les réseaux sociaux, avec le portable. Il fait que tu vas voir des coups avec des flics, avec des juges d'instruction, avec des voyous, avec des politiques. Ça veut pas dire que tu es complice avec eux, mais ça veut dire que tu te fais ton carnet d'adresses. Nos réseaux. Où que tu sois. Et quand j'étais à Paris... Quand on partait au Texas, moi, j'ai le plus beau reportage que j'ai fait, c'était sur l'affaire Grégory. Je sais, moi, je le dis, je sais qui a tué le petit Grégory. Je le dis, il y a une bataille chez les journalistes, chez les documentaristes. J'ai travaillé comme un malade. Mais j'ai eu tous les acteurs de l'affaire Grégory. On a fait un superbe complément d'enquête là-dessus, mais j'ai bossé comme un fou. Et on est allé bosser, on est allé voir taper les portes, ah oui, minuit, impressionnant, je me rappelle un petit peu de ça. Je suis allé voir Muriel Boll, je suis allé voir Christine Villemain, je suis allé voir Jean-Marie Villemain, je suis allé voir les gendarmes, je suis allé voir les flics. Il faut se bouger, il faut travailler, etc. Et surtout, et c'est ça la grande difficulté pour les jeunes journalistes, on est partis de ça, c'est que c'est compliqué de trouver du boulot à Marseille ou à Nice, qui sont des mégapoles. Moi, si je pars pas à Paris, en ayant une vie familiale, parce que ma femme m'a dit, écoute, de toute façon, on n'a pas le choix, sinon tu vas te prendre une balle à la tête. Si je pars pas à Paris, je fais pas cette carrière-là. Si je continue à Toulon, à Nice ou à machin, ça veut pas dire que tu peux pas faire une belle carrière à Marseille, à Nice, à Toulon. Tu peux le faire. Mais c'est très compliqué. Mais ce que tu dis sur cette question de mentor, elle est évidente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hélas, dans les rédactions, il y a de moins en moins de temps laissé. Moi, quand j'ai débuté, pareil, il y avait toujours un vieux journaliste qui allumait sa pipe ou qui s'allumait une clope, on pouvait fumer dans les rédacs, et qui, le soir, prenait le temps de m'attraper en me disant, bon, ton papier, là, tu refais plus jamais ça. Et donc, c'est un métier qui s'apprend comme ça. Il y a une dimension quand même très artisanale dans ce métier. Oui. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui a un conseil. Parce que tu as cité quelques phrases là, de mecs qui te disaient, ça marche avec les pieds. Moi aussi, j'ai souvenir d'un mec chez nous qui s'appelait Alain Magnassi, qui était dans le Vaucluse. Et le mec, pareil, il était plein de formules comme ça. Et je me disais, qu'est-ce qu'il me dit, lui, avec ses vieux trucs? Il était toujours plein de trucs. Il me disait, bon, quand on part en reportage, on revient avec 2 idées de reportage. Je me suis dit, remarque à la con. Je l'utilise, moi, tous les jours, sa formule. Dès qu'il y a un jeune qui arrive, je lui dis, toi, si tu repars sur un centre de 2 idées, reviens pas. Et donc, voilà. Donc, il y a un tas de règles comme ça qui sont pas prises dans les écoles. De fait, on te dira jamais ça dans une école, mais qui sont déterminantes dans une vie de journaliste. Parce qu'il y a un mec, qui te pousse à aller de l'avant. Autre exemple, au Provençal, il y a André de Roca, la journaliste sportif, décédé il y a pas très longtemps. Le mec, moi, la dernière fois que je lui ai parlé, quelques mois avant de mourir, il me racontait, pareil, donc il était chef des sports du Provençal,
Arrive un jour un jeune qui arrive en CDD, le mec est devant le tableau de service collé sur le mur comme dans toute bonne rédac, et donc il lui dit tu fais quoi? Il dit je regarde mes jours de repos. Et il lui dit alors écoute, reprends tes affaires et tu pars. Moi, les gens qui viennent regarder les jours de repos, ça m'intéresse pas, c'est les gens qui regardent les jours de travail qui m'intéressent. Et donc ça peut sembler ridicule, ça peut sembler un peu suranné, mais c'est déterminant. Et dans les rédacs, les gens qui progressent, on le voit, hein. C'est les plus jeunes qui restent là le soir, comme tu le dis, hein, qu'on est obligé de foutre dehors. Avec beaucoup de passionnés, il nous reste de quoi faire le tour de table. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci surtout à tous nos invités. On avait donc Sylvie Sancy, qui est formatrice à l'IEJ Marseille, donc qui a été aussi rédactrice en chef de la quotidienne sur France 5 et grand reporter, entre autres. Merci beaucoup Sylvie pour la participation. Merci, bon rétablissement. On avait Théo qui est étudiant en journalisme à l'école de journalisme d'Aix-Marseille. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Ouais, pensez à lui, parce que lui, c'est un bon. Il cherche un mentor, je crois. Je dis ça, je dis rien. On verra après l'émission. On va rentrer ensemble sur Marseille. Peut-être, écoute. Donc nous avions aussi Claude Ardite, qui était donc journaliste et réalisateur, grand reporter pour France Télévisions dans des agences comme Capa, Endemol, Troisième Œil, et qui a aussi travaillé, on l'a dit, plusieurs années pour Complément d'enquête sur France 2. Merci beaucoup. C'est passionnant. Merci. Laurie, qui est journaliste indépendante, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, pensez à elle aussi, parce que je sens qu'on a des jeunes qui sont très Faut qu'on voit Laurie. Alors on a dit que les rédacs étaient ouverts, on a des gens sur les réseaux sociaux qui nous demandent quand est-ce qu'ils peuvent venir assister à l'émission. Bon, il faut les inviter. compliqué. Et donc on avait aussi Guillaume Ricavi, qui est donc directeur des rédactions du Merci journal La beaucoup. Provence. Merci beaucoup. Merci, c'est très sympa. C'était bien, c'était bien. Eh ben, Merci plaisir. également à nos deux partenaires, Deji Sushi et La Pitchouline, qui nous suivent à chaque fois. Merci à eux d'être présents et de nous soutenir. C'est ça, et nous on se donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine enquête. On se dit à bientôt. Ah ciao. Bye bye bye. Bye bye bye. Bonne soirée.